Bonjour et bienvenue à cette 40e édition du colloque Jean-Yves Rivard du département de gestion et évaluation politique de santé de l'École de santé publique de Montréal. Sans plus tarder, j'aimerais inviter le doyen de l'École de santé publique, qui est détenteur d'un doctorat en santé publique de l'Université de Montréal. Il a complété auparavant un doctorat en médecine et des études de deuxième cycle en administration des services de santé, en épidémiologie et en statistique. Il a effectué ses études postdoctorales à la London School of Hygiene and Tropical Medicine au Royaume-Uni, dans le cadre d'une collaboration avec l'Observatoire européen sur les systèmes et politiques de santé. M. Dubois fut chercheur régulier au Centre de recherche en santé publique, au Centre de recherche Interaction du CIUS du nord de l'île de Montréal et au Réseau de recherche en intervention en sciences infirmières du Québec. Avant de joindre l'ESPUM, Dr Dubois a été professeur à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal durant 12 ans à titre de chercheur boursier du FRSQ. Il a conduit un programme de recherche portant sur l'analyse des modèles d'organisation des services de santé, la gestion des ressources humaines en santé et l'évaluation et la performance des services de santé. Il poursuit actuellement plusieurs projets dans les mêmes domaines. Ses contributions ont été reconnues, entre autres, par le Peter Reisenstein, que vous devez connaître plus que moi, Prize, qui lui a été octroyé en 2014 par la International Society for Quality in Healthcare. Sans plus tarder, M. Dubois, c'est à vous la parole. Merci Chantal, bonjour tout le monde. Mesdames, Messieurs, chers participants au colloque, chers conférenciers, chers collègues, chers étudiants, c'est un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle édition, la 40e, de ce colloque dédié à la mémoire de Jean-Yves Rivard. Faut-il le rappeler, c'est en 1962 que Jean-Yves Rivard, fraîchement diplômé en économie de l'Université de Michigan, avait rejoint le département d'administration de la santé, alors nommé DASUM, à titre de professeur. Il décédera 15 ans plus tard, en 1977, à l'âge de 44 ans. Il venait à peine d'être nommé directeur du département. Le colloque d'aujourd'hui, qui porte son nom, permet de perpétuer sa mémoire et son héritage. Le premier colloque Jean-Yves Rivard remonte à 1979, marquant le point de départ d'une tradition annuelle, celle de rassembler professeurs et étudiants, cliniciens et gestionnaires, chercheurs et décideurs pour discuter des enjeux brûlants du système de santé et de services sociaux. Cette 40e édition arrive à l'aube d'une vaste réforme, mais on peut dire que ce colloque, c'est une histoire jalonnée par les grandes commissions et réformes qui ont rythmé l'évolution du système de santé au cours des 50 dernières années. On doit remonter aux années 70, les années de la commission Castonguay-Nepveu. Jean-Yves Rivard était lui-même associé aux travaux de cette commission qui a débouché sur la réforme des affaires sociales. Le premier colloque Jean-Yves Rivard, tenu en 1979, y était consacré avec pour thème la réforme des affaires sociales au Québec 1970-1980. On retient de cette réforme la création des CLSC et d'un réseau de première ligne, le déploiement de 32 départements de santé communautaire et l'amorce de mouvements de régionalisation avec la création des conseils régionaux de santé et de services sociaux. Allons ensuite aux années 1990, c'est la commission Rochon. Le 9e colloque Jean-Yves Rivard y sera dédié avec pour thème la commission Rochon des solutions pour la santé. On retient de la réforme Rochon qui allait suivre le virage ambulatoire, une promesse qui reste encore inachevée, mais aussi les efforts accrus de décentralisation avec la création des régies régionales de santé et de services sociaux, les efforts de renforcement de la santé publique avec la création de l'INSPQ. Nous arrivons au tournant du millénaire, l'an 2000, une autre commission, la commission Claire, dont l'héritage le plus marquant sera la création des GMF. Après, au cours des 2 dernières décennies, les efforts d'adaptation du système de santé ont surtout misé sur 2 grandes réformes structurelles. 2003, c'est la création des C3S et la mise en place des réseaux locaux de services de santé.
Le colloque de 2005 y sera dédié avec pour thème « La gouverne de la réforme après les réseaux ». Et 2015, avec la création des CIS et des CIUS, c'est la consécration de la responsabilité populationnelle, mais aussi l'abolition des instances régionales et une concentration des pouvoirs au niveau central. Les colloques des 20 dernières années, depuis 2003, ont à chaque fois constitué une sorte d'audit des divers aspects de ces deux réformes, de ces deux dernières réformes, et de leur potentiel à apporter des réponses appropriées aux défis du système de santé. Au fil des années, le colloque Jean-Yves Rivard s'est révélé un rendez-vous incontournable, un véritable témoin des soubresauts du système de santé et de services sociaux, mais aussi de ses efforts d'adaptation et de transformation. Pour cette 40e édition, le comité scientifique a choisi de placer le colloque sous le thème de la première ligne. Le Québec ne fait pas bande à part, comme indique le survol historique rapide que je viens d'effectuer, à l'instar des autres pays et territoires industrialisés. Le Québec réforme en permanence son système de santé, avec plusieurs promesses: améliorer le fonctionnement, offrir de meilleurs services, garantir la viabilité à long terme. Une préoccupation constante de ces réformes successives, c'est l'accès aux soins de première ligne de qualité en temps opportun, à un coût acceptable, à un coût supportable pour la société. Dans une perspective de santé publique, une part significative de réduction des inégalités de santé se joue sur l'accessibilité aux services de première ligne, préventifs et curatifs. Une première ligne forte présente un potentiel de réduction des inégalités de santé par la prévention, par les actions de promotion de la santé, mais aussi par une meilleure coordination, une meilleure continuité et une globalité des soins. Au fil de la journée, nous aurons l'occasion de discuter des leviers organisationnels et institutionnels qui peuvent être mobilisés pour construire cette première ligne forte. Nous aurons l'occasion de discuter de modèles novateurs sur lesquels nous pourrons nous inspirer. Cependant, les déficiences de la première ligne de soins ont été déjà largement documentées. Plusieurs solutions connues et éprouvées tardent à être mises en œuvre. Les trajectoires que suivent les systèmes de santé à cet égard restent très dépendantes du sentier historique et institutionnel, c'est-à-dire les paramètres de base du système, les modes de rémunération, les champs de pratique, les modes d'imputabilité, les relations entre l'État, les patients, les prestataires de services. Ces paramètres s'inscrivent dans une histoire liée à la construction du système de santé et ils façonnent les pratiques sociales, les pratiques économiques et professionnelles, et dans certains cas, ils créent des verrous qui sont difficiles à défaire. Le défi pour vous aujourd'hui, c'est d'identifier les moyens pour lever ces verrous institutionnels qui structurent les comportements et attitudes des acteurs et perpétuent les problèmes. Nous tenons à remercier les membres du comité scientifique pour l'excellent programme qu'ils nous ont préparé et pour cette possibilité de réflexion. Merci à tous les conférenciers et panélistes. Nous avons hâte de vous entendre. Je vous souhaite un excellent colloque. Merci, professeur Dubois. Maintenant, j'aimerais céder la parole à Roxane Borges de Silva, qui détient une maîtrise en économétrie de spécialisation en économie publique et économie de la santé de l'Université d'Aix en Marseille, et elle est diplômée du magistère ingénieur économiste de la même université. Elle détient un doctorat en santé publique option organisation des soins de santé de l'Université de Montréal. Entre 2010 et 2012, elle a réalisé un stage postdoctoral au département d'épidémiologie de l'Université McGill, pour lequel elle a reçu une bourse du programme 4P. Elle vient de passer de professeur agrégé à professeur titulaire et elle dirige le département de gestion, évaluation politique de santé depuis l'année dernière. Sans plus tarder, Roxane Borges de Silva. Bonjour à tous.
Merci pour votre présence. Enfin, un colloque en présentiel, après ces nombreuses années de virtuel. Ça fait du bien de se voir en vrai. Donc, merci beaucoup à tous pour votre présence. J'aimerais d'abord remercier les membres du comité organisateur, sous la comité scientifique, sous la présidence de Nadia Sourial. Donc, les membres étaient Delphine Bosson-Riotor, Régis Blé et Géraldine Layani. Donc, merci beaucoup à vous quatre d'avoir organisé ce beau programme, ce beau colloque. Et merci à Chantal Huot pour toute la coordination aussi du colloque. J'aimerais vous parler, moi, du département de gestion, évaluation et politique de santé. D'abord, il faut savoir qu'aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir 3 nouveaux professeurs qui entrent en poste aujourd'hui. Donc, certains d'entre eux sont présents, je pense. Alors, je crois que François Castonguay est là aujourd'hui. Donc, bienvenue François au DGEPS. Il y a également Hassan Alami qui doit être là aussi peut-être, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. En tout cas, bienvenue Hassan au DGEPS. Et puis, nous avons aussi la chance d'accueillir Nathalie Clavel qui ne doit pas être là aujourd'hui, mais on est ravis de ces nouveaux recrutements et on est ravis de les accueillir et de les intégrer au DGEPS. N'hésitez pas à aller les rencontrer pour connaître leurs intérêts de recherche, leurs passions également dans leur domaine. J'aimerais aussi vous parler de nos programmes, puisque le département de gestion est très, très fier d'avoir formé plus de 500 membres du réseau de la santé dans le cadre de programmes de la relève des cadres. Donc, nous avons des micro-programmes qu'on appelle hors campus, qui permet de former la relève des cadres avec des cours qui sont très spécifiques, avec beaucoup d'illustrations par des cas pratiques. Et donc, j'invite tous les établissements et tous les employés, en fait, qui souhaiteraient former leur relève de cadre à ne pas hésiter à nous contacter pour accéder à ces programmes-là qui permettent finalement de parfaire ses compétences en gestion dans le réseau de la santé. Et c'est ça. Donc, je veux finir en remerciant Nadia pour tout ce qu'elle a fait pour le colloque et je vous souhaite une très belle journée de colloque. Merci beaucoup, professeur Borges de Silva. Maintenant, sans plus tarder, on vient de... Hassan vient de la féliciter. Donc, j'aimerais vous présenter Nadia Sourial. Elle est professeure adjointe à l'École de santé publique au département de gestion et évaluation politique de santé. Elle détient un baccalauréat et une maîtrise en statistique, ainsi qu'un doctorat en recherche sur les soins primaires du département de médecine de famille de l'Université McGill. Son expertise est centrée sur l'évaluation des programmes et des politiques de soins primaires, ainsi que l'organisation des soins de première ligne pour la population vieillissante. Elle dirige actuellement un programme financé par les IRSC sur l'évaluation des équipes de soins primaires et leur impact sur l'utilisation des services de santé chez les personnes âgées. Avant sa carrière académique, Nadia a acquis plusieurs années d'expérience en tant que biostatisticienne en recherche sur les maladies chroniques et le vieillissement, ainsi qu'au niveau fédéral dans l'industrie et dans l'industrie pharmaceutique. Ces vastes expériences lui ont permis d'avoir une perspective unique sur les défis et les possibilités d'amélioration des soins de santé primaires. Bon matin tout le monde, et c'est vraiment un plaisir de vous voir tous et toutes ici ce matin en grand nombre. D'abord, j'aimerais commencer par remercier nos commanditaires qui ont rendu cette journée possible, donc en particulier la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, le Centre de recherche de l'École de santé publique, le Réseau de recherche sur la santé des populations du Québec, le département de médecine de famille et de médecine d'urgence, ainsi que le réseau de recherche en intervention en sciences infirmières du Québec. Donc, merci beaucoup à nos commanditaires. On apprécie énormément leur implication au colloque et leur soutien. Alors, la première ligne est au cœur de notre système de santé. Et si on est toutes et tous rassemblés ici ensemble aujourd'hui, c'est que la première ligne nous tient également à cœur. En ce 40e du colloque, prenons un moment pour nous souvenir de l'évolution de la première ligne au cours des dernières 40 années. Et la plupart des étudiants ici aujourd'hui n'étaient peut-être pas encore nés il y a 40 ans, mais si on veut comprendre les enjeux actuels de la première ligne, c'est important de comprendre aussi son évolution. Donc, si on pense au début des années 80, on se trouvait à être environ une dizaine d'années après la commission Castonguay-Neveu, qui s'est traduit, entre autres, par la mise en place de l'assurance maladie qu'on a aujourd'hui au Québec et, entre autres, par la création des CLSC, nos centres locaux de services communautaires.
La vision de Claude Castonguay, qui est le père de notre assurance maladie, qui était à la tête de cette commission, était de créer ces CLSC en vue de favoriser l'accès aux services de santé, services sociaux pour les quartiers plus défavorisés et dépourvus de services. Puis, on peut aussi comprendre que dans cette époque-là, la plupart des médecins de famille travaillaient encore en clinique, souvent solo ou en groupe. Avançons maintenant une décennie, les années 90. On va assister à un effort dans ce qu'on appelle le virage ambulatoire, inspiré par la réforme Rochon, et qui visait à minimiser le recours à l'hôpital pour favoriser les services à proximité, par exemple les services rendus à domicile et les services des CLSC. C'est un effort qui a été entravé, entre autres, par la situation économique à cette époque-là, mais qui démontre tout de même la volonté de transitionner notre système de santé d'un système hospitalo-centrique vers un système plus ancré dans la communauté. Et puis maintenant, si on se tourne maintenant au début du 21e siècle, on voit la création de nos GMF, les groupes de médecine de famille, qui, par la fameuse commission Claire, a vraiment démontré une importance marquée pour valoriser le rôle de la médecine de famille qui est au centre du système de santé. Et avec le vieillissement de la population, l'accroissement des maladies chroniques, qui était autant vrai au Québec qu'ailleurs au Canada et ailleurs dans le monde, on s'entend aussi qu'une approche interprofessionnelle à la prise en charge en première ligne va être essentielle si on veut pouvoir répondre aux besoins multiples et croissants de la population. Les GMF ont commencé au début à réunir médecins et infirmières et au fil des années, aujourd'hui, on va comprendre des GMF qui vont inclure des infirmières praticiennes spécialisées, des travailleurs sociaux, des pharmaciens et autres. Et on ajoute aussi, avec la création des GMF, l'importance du concept d'inscription des patients. Les patients qui deviennent inscrits auprès d'un médecin de famille dans le but de favoriser l'accès et la continuité des soins. Alors, si on prend ce regard sur l'évolution et si on regarde l'évolution des dernières 4 décennies, on va observer une transition importante d'un système hospitalo-centrique vers un système centré sur la première ligne et de plus en plus centré sur une approche interprofessionnelle. Alors que la plupart des médecins de famille travaillaient autrefois en solo, aujourd'hui, on observe la plupart des médecins de famille qui travaillent maintenant en équipe. On a donc fait d'énormes progrès pour orienter notre système vers un système fondé sur la première ligne, qui est reconnu comme étant la stratégie idéale si on veut souhaiter avoir un système de santé efficient et efficace. Mais bien sûr, si on est rassemblés ici aujourd'hui, c'est que la situation n'est toujours pas optimale. On le sait, le Québec est la juridiction avec le taux d'accès à un médecin de famille qui est non seulement le plus faible au Canada, un des plus faibles, mais aussi sur le plan international. On a environ aujourd'hui 80 des Québécois qui sont inscrits à un médecin de famille, comparé à environ 85 dans le reste du Canada et jusqu'à 99 en France. Il demeure donc au Québec qu'il y a un demi-million de patients qui sont sans médecin de famille, qu'on nomme des patients orphelins, et qui doivent souvent avoir recours aux urgences pour des raisons qui auraient pu être gérées en première ligne. Et même pour les personnes inscrites, qui ont la chance d'être inscrites auprès d'un GMF, l'accès peut souvent rester difficile. Donc, quels sont les enjeux? La valorisation de la médecine de famille demeure un enjeu quant au recrutement et la rétention. Les médecins de famille aujourd'hui font face à beaucoup de pression pour améliorer l'accès et sont confrontés à beaucoup de défis, si on pense entre autres au temps passé à la paperasse et à faire du triage pour orienter les patients vers d'autres professionnels. Et finalement, malgré l'universalité de notre système de soins, les enjeux d'équité face à l'accès restent omniprésents et nous requièrent de réfléchir aux déterminants sociaux de la santé et la valorisation de la perspective du patient dans la prise de décision. Alors, quelle devrait être la première ligne du futur et que devons-nous faire pour le réaliser? Est-ce que le rôle du médecin doit être revu afin de favoriser une approche interprofessionnelle et un meilleur accès pour les patients?
Comment est-ce qu'on optimise la collaboration interprofessionnelle et quel devrait être le rôle du patient dans ce modèle? Est-ce qu'on doit penser plus loin qu'une approche interprofessionnelle et viser une approche plutôt intersectorielle? Comment est-ce qu'on peut s'inspirer des bons coups, des innovations qui ont eu lieu ici et ailleurs pour informer les réformes à venir et s'orienter vers un modèle idéal pour notre première ligne? Alors, pour nous aider dans cette réflexion forte importante, nous avons le privilège d'accueillir un panel d'experts reconnus qui partageront leurs perspectives variées en tant que décideurs, gestionnaires, cliniciens, patients ou chercheurs. Ces éminents panélistes ont généreusement accepté de s'engager dans une discussion enrichissante, favorisant un environnement qui encouragera la pensée innovante et va nous inspirer avec des nouvelles idées. Et vous, en tant que participants, vous avez également un rôle important à jouer en contribuant à cette réflexion. Donc, on vous invite fortement à profiter des périodes de questions pour pousser la réflexion encore plus loin. Ensemble, on pourra explorer les défis, les opportunités et les solutions potentielles pour bâtir la première ligne de demain. Je tiens aussi à mentionner que nous tenons à partager les connaissances qui vont découler de cette journée sous forme d'une infographie grand public et d'un rapport synthèse qui sera diffusé auprès du réseau et du ministère. Nous avons entre autres 3 étudiantes exceptionnelles de l'École de santé publique qui sont engagées et qui vont prendre des notes copieuses tout au long de la journée et qui travailleront avec nous au comité scientifique pour rendre ces livrables dans les plus brefs délais. Sur ce, je vous souhaite un excellent colloque et je cède maintenant la parole à Mme Huot pour nous annoncer la première table ronde. J'inviterai en même temps nos panélistes à s'installer à l'avant. Alors, merci et bon colloque. Donc, comme l'a indiqué Nadia, on va passer au premier panel de discussion qui sera notre modératrice. En fait, c'est Géraldine Layani. Après avoir pratiqué la médecine d'urgence en France et au Québec de 2012 à 2017, Géraldine Layani exerce maintenant en GMFU à l'Université de Montréal depuis 2017. Actuellement, au GMFU Notre-Dame à Montréal, elle est aussi chercheure régulière au Centre de recherche du CHUM et professeure adjointe clinique au département de médecine de famille et médecine d'urgence de l'Université de Montréal. Elle a aussi complété une maîtrise en épidémiologie clinique à l'Université Laval, pour laquelle elle a été récipiendaire d'une bourse des IRSC, ainsi que le programme interdisciplinaire pan-canadien Training Research Leaders in Primary Healthcare Research, offert par l'Université Western en Ontario. Elle est chercheure clinicienne aspirante à une bourse salariale junior 1 du FRSQ. Ses travaux de recherche visent à mieux comprendre l'implantation et les effets des interventions de collaboration intersectorielle en soins primaires sur la santé des personnes vivant avec les maladies chroniques. Nos panélistes seront Régis Blais, Réal Barrette, Howard Bergman et Jordan Volpato, que j'invite à prendre place. Bonjour à tous. Merci pour être présents pour aujourd'hui. Puis on va débuter donc cette première table ronde. Merci à nos panélistes d'être présents. Je vais pouvoir les introduire chacun, puis on va pouvoir débuter les discussions sans plus tarder pour pouvoir discuter, savoir finalement notre première table. On va mettre la table avec beaucoup plus une partie clinique. On va repartir du médecin de famille, du professionnel de soins primaires. Puis on va réfléchir à savoir quel devrait être le modèle idéal des soins primaires pour les patients inscrits et les patients orphelins, parce qu'on sait que c'est un enjeu aussi pour nous aujourd'hui de penser à toutes les personnes qui sont actuellement sur le territoire. Donc sans plus tarder, j'introduirai donc nos panélistes. Monsieur Régis Blais, qui détient un PhD en psychologie de l'Université du Québec à Montréal.
Il est professeur titulaire au département de gestion, d'évaluation et de politique en santé de l'ESPOM et membre du réseau de recherche en santé publique du Québec. Ses champs d'intérêt incluent la sécurité des patients, l'utilisation optimale des ressources et des services de santé, les politiques pharmaceutiques, les variations de pratiques professionnelles et la gestion des ressources humaines. Merci d'être présent avec nous aujourd'hui. Docteur Jordan Volpato, directeur adjoint du département de médecine de famille et de médecine d'urgence de l'Université de Montréal, médecin enseignant depuis 2015 au sein du GMFU Cité de la Santé Laval. Dr Volpato a occupé plusieurs postes de gestion depuis le début de sa carrière médicale, soit responsable GMF, directeur médical par intérim au GMFU Cité de la Santé et GMFU et chef du département de médecine générale par intérim du CIS de Laval. Il est membre actif depuis 2019 du comité directeur du DRMG de Laval et depuis 2018, il occupe le poste de directeur adjoint au réseau des GMFU du département de médecine de famille et de médecine d'urgence de l'Université de Montréal. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Dr Réal Barrette, coprésident comité première ligne du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, médecin propriétaire de 5 groupes de médecine de famille GMF et des supercliniques GMF Réseau. Dr Réal Barrette, directeur médical du centre d'expertise en maladies chroniques du CIUS de l'Est de l'île de Montréal. Médecin de famille, Dr Réal Barrette a exercé au département de médecine d'urgence du CHUM et de l'hôpital Notre-Dame pendant près de 20 ans. Il a joint le CIUS de l'Est de l'île de Montréal en 2014, où il occupe à présent la fonction de coordonnateur médical de première ligne. Depuis 2017, il est médecin conseil pour les maladies chroniques pour Montréal. Il a été médecin conseil à l'INES pour le programme de formation et d'amélioration continue Compass GMF de 2018 à 2020. Depuis 2020, le Dr Barrette est médecin conseil à la direction de l'accès de l'organisation des services de première ligne du ministère et coprésident du comité de valorisation de la médecine familiale du ministère. Il est médecin fondateur de Humana Groupe Santé. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Et enfin, Dr Howard Bergman, professeur de médecine de famille et de gériatrie de l'Université McGill et professeur associé à l'ESPOM. Dr Bergman est vice-doyen aux affaires internationales de la faculté de médecine et des services de la santé à l'Université McGill. Il est professeur de médecine de famille, de médecine en gériatrie et d'oncologie, ainsi qu'à l'École de la population et de la santé mondiale. Il est fellow de l'Académie canadienne des sciences de la santé. En 2022, le Collège des médecins de famille du Canada a honoré Dr Bergman en lui décernant le prix Victor Johnson, qui reconnaît un chef de file canadien et international de la médecine de famille pour ses contributions continues et durables à la spécialité de la médecine familiale au Canada et à l'étranger. De 2012 à 2019, il a occupé le poste de directeur du département de médecine de famille. En 2000-2001, le Dr Bergman a été membre de la commission Claire, reconnue pour la recommandation sur la création des groupes de médecine de famille. Merci à vous. On a un très, très beau panel pour pouvoir commencer notre première discussion. Pour introduire la première table ronde, simplement faire une mise en contexte. Pour nous, aujourd'hui, ce qui était, je pense, important, puis ça va être les messages dont on va discuter, puis je vais pouvoir laisser la parole aux panélistes sur toute la notion de l'évolution de la médecine de famille. Je pense que ça a été très bien dit, notamment en introduction, mais on voit comment on est passé d'une vision beaucoup plus hospitalo-centrée à la vision des groupes de médecine de famille, puis aujourd'hui à tenter de pouvoir faire autrement, puis d'aller vers une vision beaucoup plus en collaboration interprofessionnelle. Nadia a aussi introduit l'intersectorialité. C'est sûr que là, on est dans des moments aujourd'hui où avoir 1 million, tu nommais peut-être même 2, on pourrait dire qu'il y a peut-être aussi des chiffres cachés qui mentionneraient qu'on doit réfléchir différemment en dehors de la boîte. Puis c'est pour ça qu'on va tenter, en tous les cas, là, de pouvoir réfléchir ensemble en partant du médecin de famille, puis voir des professionnels de soins primaires, de l'individu, de voir quels sont les enjeux, les défis, puis comment est-ce qu'on peut penser autrement. Aujourd'hui, le médecin de famille, c'est un médecin qui est à la fois clinicien, qui est aussi gestionnaire, qui est aussi chercheur, qui est aussi enseignant. Et donc, c'est toute la qualité aujourd'hui de notre panel, c'est qu'on va pouvoir aller explorer aussi à travers ces différents chapeaux, ces différentes lunettes, finalement,
comment, avec toutes ces compétences, avec la possibilité de pouvoir faire mieux, comment est-ce qu'on va pouvoir réunir tout ça pour, encore une fois, réfléchir aux solutions de demain? Comme je nommais, c'est pour nous important, on arrive à un moment où la transition est en effet en réflexion, puis on nomme les choses, je pense que la littérature le dit, c'est défini, puis c'est nommé le fait qu'on doit aller vers cette direction, mais ce qu'on comprend maintenant, c'est qu'il faut s'engager vers ça et s'activer pour pouvoir justement aller vers ce changement-là. Des enjeux et des défis, on en a. On sait qu'en tant que professionnel en soins primaires, les demandes sont de plus en plus grandes, les responsabilités aussi sont de plus en plus grandes, donc il va falloir aussi les nommer, puis probablement tenter de trouver des solutions pour pouvoir faire mieux pour tous ces aspects-là, pour pouvoir, encore une fois, tenter de pouvoir répondre aux besoins de notre population. Et donc, pour finir le tout, comme je nommais, on pense à finalement nos patients qui sont inscrits, puis à ceux qui ne le sont pas, puis qu'on souhaite absolument en fait pouvoir leur offrir un accès au système de santé. Puis je pense qu'un des objectifs qui nous réunit aujourd'hui, c'est de favoriser l'accès à toutes les personnes, tous les Québécois, puis toutes les personnes qui ont besoin de soins doivent bénéficier de ces soins. Donc je pense que c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, de repenser aux patients, aux personnes et pouvoir offrir un service à tous. Donc, je vais pouvoir commencer en tous les cas avec la première question qui nommerait peut-être selon vous, quel devrait être le modèle idéal de soins primaires pour les patients inscrits et les patients orphelins? Je vous laisse la parole chacun pour pouvoir introduire votre point de vue. Vas-y, Régis. Alors, par hasard, je vais commencer? Oui? Bon, oui, bon, juste par hasard. OK, par hasard. OK. Alors, bonjour. Alors, il n'y a pas un modèle idéal. On dit quel est le modèle idéal? Il n'y a pas une expression, il n'y a pas un terme particulier. Moi, j'aimerais juste, et je sais que j'ai 3 minutes, alors j'aimerais juste présenter quelques composantes qui seraient souhaitables de retrouver dans un modèle idéal. D'abord, on reconnaît que la première ligne ne peut plus ou ne peut pas être assumée, au moins au Canada en tout cas, par les médecins de famille. Même le président de la Fédération des médecins omnipraticiens le reconnaît, puis à peu près de plus en plus tout le monde. Alors, il faut faire appel à d'autres professionnels et je pense qu'un élément, c'est que l'expertise de chaque professionnel soit reconnue et mise en valeur. Alors, les médecins de famille font beaucoup de choses, ils peuvent en faire beaucoup, mais ils ne peuvent pas tout faire, ils ne peuvent pas être les experts de tout. Alors, par exemple, quelqu'un qui est en dépression, bien, il peut bien voir son médecin de famille une fois par mois pour renouveler son ordonnance, mais le médecin de famille n'est pas psychologue, puis il ne peut pas tout faire non plus. Alors, donc, il faudrait faire appel à d'autres professionnels. Il faut que les soins aux malades chroniques et aux cas complexes soient coordonnés. OK? Par définition, un cas complexe, ben, c'est quelqu'un qui a besoin d'un médecin de famille, qui a des médicaments, qui a des soins à domicile. Il peut parfois avoir un recours à une hospitalisation. Donc, il faut que ces soins-là soient coordonnés. Et par une équipe de professionnels ou par un gestionnaire de cas. Et déjà, dans certains milieux, ben, il y a des gestionnaires de cas qui s'occupent de patients complexes comme ça. Je pense qu'il faut que l'information circule entre professionnels, entre milieux de soins, pour pas qu'on soit surpris parce que, ah ben oui, ce patient-là vient d'avoir congé de l'hôpital, OK, là, il a besoin d'un suivi à domicile, il a besoin d'un médecin, etc. Il faut que l'information circule. Et dans l'information, si on poursuit l'information, on peut aller à informatisation aussi. Donc, de plus en plus, il faut que les dossiers soient informatisés. Ils le sont dans une certaine mesure. Il n'y a pas encore une compatibilité parfaite, mais il faut qu'il y ait informatisation de l'information ou des données. Je pense que dans vous me direz quand j'aurai terminé, peut-être j'ai presque terminé? Non. Presque. OK, Il reste presque. une petite minute. Je pense que ça prend du support administratif. Bon, le ministre de la Santé a annoncé qu'il allait engager des gens en administration, là, enfin, qui vont donner du support administratif, c'est sûr. On l'a mentionné un peu plus tôt, les médecins, les professionnels ont des tâches administratives dont ils pourraient se passer. Donc, ça prend du soutien administratif pour appuyer les équipes
de soins. Il faut des protocoles de soins pour que les gens s'entendent sur comment aborder, surtout les cas complexes, comment on les traite. Plutôt que le pharmacien dise quelque chose, le médecin de famille dit quelque chose, l'infirmière dit autre chose, il faut que les gens s'entendent. Bon, ceux qui ont suivi mes cours déjà ont déjà entendu parler de variation de pratique, là. Alors, il y a des différences, malheureusement, et puis il faudrait que les professionnels travaillent ensemble, mais aussi travaillent dans le même esprit avec des protocoles aussi partagés que possible. Et enfin, je pense que les professionnels devraient avoir du feedback sur leurs soins, ou les équipes devraient avoir du feedback. Qu'est-ce qui arrive aux patients quand ils quittent la clinique? Est-ce qu'il est satisfait? Est-ce qu'il va aller ailleurs? Est-ce qu'il va se retrouver à l'urgence? Souvent, les professionnels, à moins que le patient revienne, mais souvent, ils ne savent pas ce qui se passe. Et c'est difficile de prendre en charge des patients si on ne sait pas ce qui se passe. Enfin, c'est quelques éléments, puis il y en aura certainement d'autres, et on complétera. Voilà. Merci beaucoup. Dr. Volpato. Oui, ça marche, parfait. Merci beaucoup. Ça met une très bonne table, là, puis ça regroupe pas mal des idées dont je voulais parler ce matin. Par contre, je vais peut-être amener quelque chose que je rajouterais à ça, c'est de vraiment commencer à penser le travail d'équipe. Puis ça, on le dit souvent, on travaille en équipe. Oui, c'est beau, mais est-ce que les processus communicationnels sont établis? Est-ce que la mesure des actes qu'on fait elle est qualifiée? Puis est-ce qu'on mesure la qualité en continu là, de tous les actes qu'on fait auprès de nos patients en première ligne? Et je reviens au niveau de l'équipe. Est-ce que le patient en fait vraiment partie ou est-ce qu'il est plus passif à l'intérieur de l'équipe en soi? Il faut le rendre actif. Des fois, c'est même la famille qu'il faut rendre active. Donc, c'est vraiment important d'y aller avec cette notion-là du côté autant dès la réception, dès que le patient arrive à la réception, mettons dans ma clinique, que la secrétaire soit au courant de certains aspects parce qu'elle fait partie, elle aussi, de l'équipe. Ensuite, si c'est un de mes professionnels qui voit le patient avant moi, bien, que lui aussi soit informé de tout ce que le patient a, tout ce qui est besoin de connaître sur le patient. Puis après, quand moi, je vois le patient ensuite, que je continue cette trajectoire de soins-là. C'est vraiment important de bien les établir dès le début, ces trajectoires de soins-là, parce que sinon, on a des gaps communicationnels ou on a des problématiques ensuite de suivi ou un suivi qui est peut-être moins optimal. Fait que je reviens vraiment avec le mot « équipe » parce que c'est vraiment celui qui me vient le plus en tête pour le modèle idéal. Je suis un grand fan de basketball. Une équipe qui fonctionne bien, c'est une équipe qui gagne des matchs, qui sait quand passer la balle à quel joueur. Puis chaque joueur a un rôle différent, mais qui est aussi important dans l'équipe. Et le médecin de famille a longtemps été vu comme le chef d'orchestre là, des équipes. Il faut un peu changer cette vision-là, puis le voir comme un joueur de l'équipe qui a son rôle particulier. Les autres professionnels ont aussi leur rôle. Le patient a son rôle là-dedans. La secrétaire, même en avant, qu'elle accueille le patient, son rôle. Puis, comme je disais tantôt, parfois même la famille. Donc, c'est vraiment ça que je verrais comme... Il n'y a pas de modèle idéal, mais d'avoir un principe à la base qui est de bâtir une équipe de soins en soi. Je pense que c'est essentiel. Puis, de proximité aussi, parce que, oui, on peut faire ça à distance, mais encore là, si on n'est pas proche physiquement ou ne serait-ce que virtuellement, avec un dossier de communication, avec un outil de communication là, idéal, bien, à ce moment-là, ça marche moins également. Fait que ce serait vraiment ce que je verrais comme modèle de soins. Merci beaucoup. Dr. Barrette? 3 minutes, c'est pas long. Non, mais il y aura toute l'occasion après de pouvoir continuer je sais. C'était mon introduction. Tu viens de me couper 10 secondes. C'est pas bien. Ça fait plusieurs mois qu'on baigne dans la valorisation de la médecine. Puis ça a l'air le mot positif. Là. Le mot négatif qui va avec ça, c'est les enjeux que tout le monde nous véhicule puis nous dit qu'il faut changer parce qu'ils vont décrocher. Je pense que tout ce qui vient d'être dit, je vais voler du temps, ils ont toute raison. Et ça, c'est l'équipe. C'est ce qu'il faut qu'il évolue. Puis ça, c'est pour nous le GMF 2.0. C'est l'évolution de ça, la technologie et tout ça. Il y a aussi, mais il y a plus. Je pense qu'il faut aussi casser le paradigme de l'inscription, qui était au départ une notion de facturation, l'inscription individuelle. Et fondamentalement, je pense qu'il faut que ça suive cette notion de c'est qui le responsable du dossier. Oui, il y a des enjeux de facturation, puis il faut les régler d'une autre façon. Puis grâce à Dieu, je ne suis pas impliqué là-dedans. Ça me permet de rêver puis de continuer d'avancer. Mais il faut changer. Il faut changer la notion d'inscription, puis
les GAP sont une belle voie pour ça. On a parlé tantôt de plusieurs patients orphelins. Je pense que maintenant, les patients orphelins ont des options. Il y a même des patients qui nous disent qu'ils aimeraient mieux être orphelins ou inscription collective qu'avoir une inscription à leur patient parce que c'est plus difficile d'accès. Pour gérer 5 cliniques, je pourrais vous expliquer dans les prochaines 2 heures pourquoi c'est difficile d'accès, mais le plein emploi, bienvenue. C'est un enjeu majeur. Je vous dirais, je pense qu'on offre, avec l'arrivée du GAP, un meilleur service aux patients orphelins. Puis je pense qu'on démontre que traiter les besoins des patients en fonction de leurs besoins est essentiel et ça marche. Bon, maintenant, puis je vois un peu évoluer sur les discussions qu'on a eues, qui me font évoluer dans les derniers mois. Pour moi, les deux ou 3 choses les plus importantes, puis on sort carrément du moule parce que c'est ma job, il va falloir qu'on commence par prendre soin de nous comme soignants. Moi, je suis sorti avec la perspective que le COVID, puis le plein emploi qu'on vit actuellement, puis le décrochage de plein de monde, ça me fait penser qu'on est des vétérans. Puis il va falloir qu'on apprenne à se donner le droit d'être considéré comme tel, parce que moi, ce que je vois, c'est du monde qui tombe partout. Des médecins de famille, des intervenants, des gestionnaires qui tombent. Puis honnêtement, si on ne fait pas... j'ai l'impression aujourd'hui que c'était pas du tout le texte qui était préparé, puis c'était pas du tout ce qu'on avait discuté, mais j'ai l'impression que si on sonne c'est pas grave, si on sonne pas une cloche, je pense que dans 1 an, on va avoir des beaux débats intellectuels, mais qu'on va juste gérer le quotidien, puis on va être dans le trouble. Fait que pour moi, là, la grosse cloche qu'il faut sonner, c'est « wow, attends un petit peu, là. C'est bien beau toutes les réformes, c'est bien beau tout ça, là, mais là, il faut qu'on prenne soin de nous, parce qu'on y arrivera juste pas. » Puis, un autre élément important, on a parlé beaucoup de mise en collaboration de plein de monde. Et moi, je pense qu'il faut mettre beaucoup à contribution le patient. On est une société où on a bien pris en charge les patients, tellement bien pris en charge qu'ils se laissent pas mal prendre en charge. Il y en a quelques-uns qui se lèvent, qui veulent s'impliquer. On les connaît, puis ils sont vraiment merveilleux. Mais le patient moyen, là, honnêtement, ça me préoccupe. Il va falloir qu'il joue un rôle plus important que ça. Je veux bien passer ma vie à m'occuper d'eux, mais il va falloir qu'ils mangent mieux, qu'ils fassent de l'exercice, puis qu'ils bougent, parce qu'on n'y arrivera juste pas. C'est aussi simple que ça. Et ça implique, je pense, une certaine pression qui va devoir être mise vers la prévention et la promotion de la santé. Beau lapsus, de ma santé, c'est intéressant. Vous savez, j'arrive de la maladie chronique, puis je pense que c'est le nerf de la guerre, parce que si vous trouvez qu'on a des difficultés maintenant, bienvenue dans 20 ans avec un taux d'obésité, de diabète et compagnie, là. Je vous le dis, pour moi, c'est clair que ça, c'est peut-être la chose dans laquelle, malgré tout ce qu'on fait en première ligne, le plus important, c'est d'aller travailler. Et puis le seul élément que je vais parler, là, c'est vite sur l'amélioration du GMF 2.0, c'est passer à un niveau supérieur, faire de l'amélioration continue. Bon, j'ai été médecin conseil pour Compa, fait que oui, c'est sûr que mon jupon dépasse. Puis il va falloir aussi que la première ligne, y compris les médecins, comprennent que l'utilisation des données, on s'organise pour que ça soit accessible seulement à eux. Mais il va falloir qu'ils acceptent qu'on regarde leurs données puis qu'on s'améliore et qu'ils le regardent eux-mêmes. Quand je leur dis qu'on regarde leurs données, je ne veux pas savoir. Je veux que chacun des GMF regarde ses données, réalise comment il performe puis voit comment il peut s'améliorer, juste parce qu'il faut qu'il soit plus efficace puis qu'il gère mieux puis il y a des changements à faire à travers ça. C'est un peu les idées en vrac que oui, je sais, j'ai dépassé. C'est parfait. On est dans 3 minutes. Merci beaucoup. Dr. Bergman? Oui, merci. Je veux d'abord dédier mes propos à Dr. Louise Authier, qui est décédée il y a 7-8 mois, une médecine de famille qui personnifie l'excellence en médecine de famille, un leader de formation des résidents à l'Université de Montréal. Modèle idéal. Moi, dans une tournée récente que j'ai faite dans plusieurs GMF dans le contexte de l'implantation du plan Alzheimer, on a commencé l'implantation en 2011, on est dans la 3e phase. J'ai perçu que la création des GMF a vraiment fait passer les médecins qui travaillaient auparavant seuls dans leur bureau à des professionnels qui travaillent maintenant en équipe interdisciplinaire. Le plan Alzheimer québécois était formulé en tenant compte de la réalité des GMF, ou la réalité en développement des GMF. On a développé avec des cliniciens des trajectoires cliniques, un peu qui fait quoi et quand dans l'équipe interdisciplinaire. Et il y avait une notion de clinicien pivot, qui était souvent l'infirmière. Et donc, comme conclusion, rapide et facile, il y a un progrès réel et marqué,
C'est inégal, c'est sûr. L'interdisciplinaire est accepté par l'ensemble des cliniciens, par les médecins, et où ça fonctionne vraiment bien. Les cliniciens, patients et familles sont heureux. Il y a un impact réel qu'on a mesuré sur l'utilisation, par exemple, les urgences, les demandes de consultation inappropriées. Donc, le paradigme a changé. On n'a pas besoin de dire qu'il faut développer l'interdisciplinarité. Il est là. Donc, partons de cette réalité-là. Bien sûr, comme je dis, c'est inégal. Et c'est vrai, on est toujours dans cette période de passage entre deux réalités, la réalité des médecins qui travaillent seuls, et donc, à changer les matières. Mais le paradigme, la manière dont on exerce la médecine de famille a vraiment changé de façon importante. On est toujours dans une phase de développement, les parcours ne sont pas encore tout à fait rodés, mais l'approche est faisable et la discussion et la recherche maintenant devraient être axées sur comment faire en sorte que ça se réalise bien, how to make it happen, et comprendre où ça fonctionne bien, pourquoi, et où ça ne fonctionne pas bien, pourquoi. Et je pense qu'il y a du travail intéressant qui se fait, par exemple, Mylène Breton, qui est ici, qui fait ce genre de recherche. Ceci dit, je vous laisse avec une question essentielle, et c'est une question qui m'a été posée par Dr. Louise Autier quand je l'ai parlé, quand elle était malade, on s'est parlé de justement la première ligne, l'abolition. On parle du rôle de médecine de famille, peut-être il faut parler des compétences. 2 compétences pour moi qui sont au cœur, il y en a d'autres, de la médecine de première ligne, soit soins complets et globaux, qu'on appelle en anglais comprehensive care, et surtout la continuité des soins. Et ça a montré dans plusieurs études, la continuité des soins donne des meilleurs résultats de santé et meilleure utilisation de ressources. Les recherches de Claire Godard-Sébillotte, qui est ici, a démontré ça. Alors, la question, je pense, qui est importante, question pratique, une question de recherche, dans un contexte d'interdisciplinarité, comment assurer la continuité et la responsabilité clinique, pour pas que le patient sent un peu fragmenté et que le patient sent que c'est lui ou sa famille qui doit faire la gestion. Parce que comment assurer le développement de relations patient-médecin, patient-clinicien? Parce qu'on sait que c'est une relation en médecine de famille qui se bâtit sur plusieurs années et qui est une relation qui a un sens très important dans la réalisation des soins de qualité et des soins de proximité. Merci. Merci beaucoup, Dr Bergman. Puis vous avez déjà commencé à introduire justement la notion de continuité des soins. Est-ce qu'il y avait quelque chose en plus que vous souhaitiez nommer ou préciser justement par rapport à cet élément-là, ou est-ce que ça fait le tour de ce que vous souhaitiez? Oui. Posez la question à moi oui, ou tout le monde? Oui. Ah, vous me donnez la chance de continuer à parler. Je reprends bon, puis il y a différents éléments, mais... Bien, je pense que, par exemple, on a beaucoup parlé de est-ce qu'il faut que ce soit le médecin qui voit le patient en premier? Je ne pense pas, nécessairement, je ne pense pas. Mais il y a des devils in the details. Moi, je me présente, j'appelle, j'ai une douleur à l'épaule. Bon, allez voir le physio. Est-ce que la douleur à l'épaule, c'est cardiaque? Donc, est-ce qu'on développe un genre de triage comme on a à l'urgence, où des infirmières font le triage pour s'assurer que la bonne personne, du point de vue clinique, va voir les patients? À travers cette question de continuité, je n'ai pas la réponse. Puis, de ce qu'on a vu dans l'implantation du plan Alzheimer, je ne vais pas faire de la réminiscence, mais on a vu que ça pouvait être différentes personnes suivant l'état de santé de la personne. Et souvent, dans le cas de démence, c'est souvent l'infirmière qui jouait le rôle principal de continuité. Mais, puis peut-être je suis vieux jeu, mais le médecin de famille, quelque part, peut-être dans 10 ou 20 ou 25 ans, ce sera différent, a besoin d'être très au centre de cette continuité aussi. Maintenant,
c'est compliqué. C'est pour ça que je dis, il faut qu'on fasse de la recherche et des réflexions sur ces éléments-là et pas, vous me permettez, pas la recherche sur un modèle idéal. On a un modèle en développement, on a un paradigme qui a changé et je pense, je suis en conflit d'intérêts évidemment en disant ça parce que je suis à l'origine de la recommandation de créer les groupes de médecine de famille, mais je pense qu'il faut le valider, il faut le développer, il faut l'améliorer. À l'intérieur de ça, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire sur l'accès, mais ça, c'est, j'imagine, vous ne me demandez pas de développer une intervention là-dessus aussi, mais... Merci beaucoup. Je pense que Dr. Barrette voulait réagir. Je pense que le nerf de la guerre qui fait évoluer les patients, c'est la relation. C'est l'accès à leur capacité de changer. Si c'est le médecin qui a cette relation-là, on va utiliser lui. Si c'est la travailleuse sociale qui a développé cette relation-là, go for it. Je pense que c'est ça qu'il faut comprendre. Pour faire beaucoup de maladies chroniques, je me permets de dire des choses à des patients que je ne peux pas dire à d'autres patients. Parce que j'ai développé, des fois dans des courts laps de temps, une relation bien spécifique, puis je suis capable de dire, si tu veux voir tes enfants, bouge-toi. Mais ça, c'est la relation. Mais ça, tout le monde dans l'équipe peut le faire. Il faut être capable d'utiliser ces moments-là sans que ce soit le médecin. Puis il y a des patients pour qui ça prend un médecin. Qu'est-ce que tu veux? C'est sa perception, c'est ses valeurs. Bien là, on le prendra ça. Mais ça, il faut qu'à ce moment-là, que ce soit le travailleur social, l'infirmière, soit capable aussi de reconnaître que, bien, ici, là, le levier dont j'ai besoin, moi, j'ai la chance de travailler avec une équipe de maladies chroniques où j'ai 17 personnes qui voient des patients. Mais quand ils m'interpellent, c'est parce que ça prend un docteur, pas parce que je suis plus intelligent, parce que le patient, c'est ça que ça y prend. Puis je lui fais confiance, je ne pose pas de questions, puis je leur dis, mais s'ils l'ont mis à mon horaire, c'est parce qu'ils vont juger que c'était moi qui pouvais faire bouger les affaires. Je suis rendu là, c'est ma job, puis je pense que c'est comme ça que je suis le plus efficace. Mais ça implique un ratio de professionnels beaucoup supérieur à celui du médecin, et ça, il y a une réflexion à faire là-dessus. Moi, j'ai des réflexions sur un médecin, un professionnel, c'est peut-être plus de professionnels que ça prend. Là, je comprends que je suis au ministère, puis je suis en direction de première ligne, puis ça implique des budgets, mais il faut réfléchir à ça. Il faut que les budgets de première ligne, rappelez-vous qu'il y a un chirurgien, puis il y a 8 personnes autour pour le faire travailler. 8 pour un, pas payé quand même. Merci beaucoup. Docteur Volpato, qui notamment, comme vous me nommiez, être aussi membre de cette équipe de baseball, puis dans le sens faire partie du groupe. Oui. J'aimerais aussi vous entendre justement tant sur la notion de pluriprofessionnel, puis peut-être aussi répondre à nos collègues. Oui, bien, je vais complémenter ce qui a été dit parce que je vais vous donner des chiffres dans mon milieu. On est 25 médecins. On a aussi 25 résidents, donc c'est des médecins. 3 IPS qui fonctionnent à peu près aussi comme des médecins. Puis après ça, je vais parler des professionnels. On a un psychologue, un travailleur social et demi en termes de temps équivalent temps plein. Et on est supposé avoir une nutritionniste, mais malheureusement, le poste n'est toujours pas comblé. Et un kinésiologue à temps partiel qu'on n'a pas non plus parce que le poste n'est pas comblé. Donc, ce que Dr. Barrette dit, puis ce que Dr. Bergman dit, c'est tout à fait vrai. Il faut avoir une équipe, mais il faut que l'équipe soit bien constituée. Puis on a une réalité actuellement où, dans nos différents milieux, je prends mon milieu comme exemple, mais je peux donner des exemples dans les 18 autres milieux de l'Université de Montréal, GMFU, là, avec qui je travaille fréquemment. On a ces réalités-là de manque de professionnels. Puis après ça, si, mettons, tous les postes étaient comblés, le nombre de professionnels qu'on a, les ratios, comme Dr. Barrette disait, ne sont pas réalistes. Là, on parle d'une cinquantaine de médecins pour, j'ai oublié de parler des infirmières cliniciennes, mais on a 6 équivalents temps plein d'infirmières cliniciennes. Il faudrait au moins un ratio de 1 pour 3, 1 pour 2. On a un ratio de 1 pour 5 à peu près là, actuellement. Fait que l'équipe, si on veut avoir un partage des tâches et une complémentarité des tâches qui va venir porter bénéfice aux patients, il faut absolument aussi avoir des nombres qui correspondent en termes de ratio, là, ce que malheureusement on n'a pas. Puis ça traduit aussi un peu pourquoi il y a beaucoup de choses qui reviennent sur le médecin en soi, parce que oui, dans mon GMFU en soi, on est en plus grand nombre, mais il y a aussi une culture qui a longtemps été établie ici au Québec avec la notion de la prise en charge en soi, où c'est beaucoup le médecin qui est au centre de la chose. Puis un autre commentaire après ça, à ce niveau-là, c'est qu'à cause de cette culture-là, il y a certains patients qui vont démontrer une réticence à être suivis par un autre professionnel en même temps. Puis là, bien, à ça, je leur dis, bien, écoutez, ça ne va pas être juste moi, ça va être en plus de ça quelqu'un d'autre avec qui on va travailler. Fait qu'on va vraiment commencer à constituer une équipe de plus que 2 personnes. Ça, c'est toutes des choses qu'on doit commencer à intégrer également dans nos soins si on veut arriver à une meilleure qualité là, en soins en première ligne.
Merci beaucoup. Puis je me permets simplement d'ajouter aussi, comme médecin de famille aussi au GMFU, là où je suis aussi, c'est quelque chose de partagé. Puis on voit comment la pénurie aussi peut venir teinter nos pratiques. La pandémie a aussi eu ses conséquences par rapport à ça, par rapport à l'épuisement, par rapport aux rotations peut-être aussi de professionnels. Est-ce que ça, c'est un élément, parce qu'on parle de pénurie de main-d'œuvre, mais il y a aussi l'aspect où il y a beaucoup de chaises musicales, hein, on bouge beaucoup de postes, puis là, c'est comme maintenir les gens peut-être au niveau de ancré. Moi, ce que je sens beaucoup, c'est la perte de sens. Tu sais, on a une pénurie, il y a plein de raisons, là. Il y a plein de domaines. Moi, ce que je pense qui est le plus préoccupant, c'est la perte de sens de beaucoup de gens. Puis pas juste des médecins, de plein d'intervenants. Puis dans cette perte de sens-là, il y a si je n'ai pas de sens, je vais aller ailleurs, ou je ne vois pas pourquoi, ou je n'ai pas ce lien-là, je n'ai pas cet attachement avec mon milieu, mon équipe. C'est beaucoup ce que je sens. Mon homonyme, je pense, a créé un mouvement où on a frappé sur le dos des médecins à une époque. Et pour moi, il a ouvert la porte à l'idiot du village et aux professionnels, pas juste aux médecins bashing, aux professionnels, au réseau de la santé bashing. On peut leur vomir dessus, c'est correct. Regarde, il y a un politicien qui le fait, il continue de le faire au micro, et ça a un immense impact sur la perte de sens des gens. Et il va falloir qu'il y ait des gens qui se lèvent un moment donné pour dire « c'est assez, ça n'a plus de bon sens, arrête ». Et arrêtez, parce que ça, les gens perdent le sens. Et regardez vos effectifs, là, en termes de ressources, en termes de gestionnaires, là, si on ne fait pas quelque chose maintenant, il n'y aura plus de débat dans 1 an ou 2. Merci beaucoup. Peut-être juste donner la parole à M. Blaise, est-ce que vous aviez un petit élément à ajouter? Puis, Dr. Bergman, je vous laisserai pouvoir continuer. Oui, merci. En fait, je veux revenir sur ce que M. Barrette disait. Il faut donner plus de place aux patients dans l'équipe. Il faut lui donner plus de responsabilités qui se prennent en charge, donc faire plus de prévention. Mais dans une équipe professionnelle, puis on vient de le mentionner aussi, dans une équipe où c'est différents professionnels qui peuvent rencontrer le patient, ça veut aussi dire changer la culture des attentes des patients. Dire que pendant longtemps, puis encore beaucoup de gens disent « Ah, je veux avoir mon médecin, je veux voir un médecin ». Mais si les équipes sont maintenant de plus en plus composées par de différents professionnels, ça veut dire que le patient ou les patients vont devoir s'attendre à ne pas toujours voir le médecin et pas toujours dire « c'est le médecin que ça me prend ». Mais peut-être qu'à mesure que c'est plus difficile de voir un médecin, mais que ce serait plus facile et peut-être plus bénéfique, dans certains cas, de voir un autre professionnel, bien peut-être que les patients vont dire « OK, bien c'était une bonne idée finalement ». Alors donc, il y a ce changement de culture qu'il va falloir générer. Et puis, éventuellement, bien, les gens vont réaliser « Ah, ben oui, je suis content de réussir à voir une infirmière parce que mon médecin, ça aurait pris plus de temps, ou un psychologue parce que c'est le psychologue que ça me prend, ou tel autre. » Donc, et ça, bien, c'est pas facile à changer, là. On peut changer les structures, on peut engager des gens, des professionnels, mais la culture dans la société, bien, il va falloir trouver le moyen de la répandre, cette nouvelle perspective-là. Merci beaucoup. Dr. Bergman, vous vouliez ajouter quelque chose? En autant que cet autre professionnel me connaît. Oui. Et pas me connaître parce qu'il regarde dans le dossier médical électronique. Oui, tout à fait. Parce que sinon, on revient à la fragmentation. Une autre façon de walk-in clinic, tu vas voir le professionnel qui est là. Puis, non, donc, cette relation dont on parle est oui. extrêmement importante. Je veux juste faire un commentaire sur les questions des ratios. C'est intéressant, quand on est sorti la proposition de groupe de médecine de famille, plusieurs médecins ont dit « Hey, moi, je ne veux pas donner ces responsabilités aux infirmières. » Maintenant, le discours a complètement changé. On a besoin de plus d'infirmières, donc j'aimais plus de professionnels. Ça a complètement changé. Donc, cette question de ratio, il y a un autre éléphant dans la pièce, le nombre de médecins de famille. Et je pense que ça, c'est une question. J'ai l'impression, quand on regarde nos chiffres, quand on regarde qu'est-ce que les médecins de famille font, parce qu'il y en a plusieurs qui font urgence, hospitalisation, etc., qu'on n'a pas vraiment assez de médecins de famille. On est peut-être en bas de ce qu'on a besoin à peu près. Et on joue avec cette pénurie, et les PREM et les PEM, c'est toujours basé sur bouger les ressources en tenant compte de cette pénurie. Donc, une problématique qu'on n'étudie pas parce qu'on laisse ça en négociation. Et malheureusement, notre système de santé
se développe par la négociation syndicale très souvent. Et donc, je pense qu'on a besoin d'une réflexion sur cette question-là, pas de point de vue de négociation syndicale, mais point de vue de besoin de la population. Finalement, cette question-là aussi de ratio administration, soutien. On a vu des coupures, et souvent les coupures, on dit on coupe pas dans la clinique, on coupe dans l'administration, donc on coupe dans le secrétariat. Et donc les médecins passent beaucoup de temps, et on est connu pour taper très vite les médecins, on passe beaucoup de temps à rentrer des choses dans le dossier médical électronique. Est-ce qu'on peut commencer à étudier le ratio aussi de secrétaires? Est-ce qu'on peut commencer à réfléchir sur l'utilisation de soutien administratif non traditionnel, physician assistant, etc. Parce qu'à un moment donné, on pourrait dire, OK, où est-ce que le gouvernement veut mettre leur argent? Mettre l'argent à payer un médecin à taper avec ses 2 doigts ou avoir un soutien administratif qui va faire en sorte que le médecin et les autres professionnels de la santé, ce n'est pas juste le médecin qui tape avec les 2 doigts, les autres professionnels de la santé, est-ce qu'on va les mettre en investissant dans l'administratif? Allez-y. Je dirais juste sur l'administratif, parce que je baigne là-dedans la moitié de ma vie. Même si on avait plus de ressources, ils ne sont pas là actuellement. Il n'y a pas d'employés actuellement. Donc, la réalité, c'est la techno. Puis la techno, il faut tourner là, il faut y aller le plus vite possible. Il existe des outils technologiques maintenant disponibles pour pouvoir faire des lectures de tes notes en temps réel et documenter tes notes puis remplir tes notes. Il va falloir prendre ce virage-là. Le problème, c'est que c'est une cercle vicieux. C'est que pour introduire ces technologies-là, ça prend un soutien administratif pour le faire. Mais ça le prend maintenant pour le faire, pour le tournant de plus tard, parce que... Mais oui, la question est sûre, il faut soutenir les médecins à faire le travail pour lequel ils sont le mieux et qui est dans la relation avec les patients, et non pas écrire des notes, on s'entend. Donc, ce que je comprends, en fait, c'est un rôle d'un médecin de famille, finalement, qui soit plus à travailler dans une perspective en silo, on puisse utiliser, en tous les cas, nos compétences de la meilleure façon possible, puis aussi... avoir toute la perspective aussi, on a des technologies, on a des choses, mais que ça devienne des outils, puis des outils aidants. Puis j'entends aussi Dr Bergman qui soulève le fait qu'il manque probablement aussi des médecins de famille, puis c'est de le nommer pour aussi voir où est-ce qu'on peut aller avec ça. Puis je pense que nos voisins aussi européens sont, dans les pays occidentalisés, on est tous à peu près à ce niveau-là, puis à nommer qu'il manque par ratio d'habitants. Je pense que c'est, je me trompe peut-être, 250 médecins de famille pour 100 000 plus actuellement au Québec. Je pensais que tu parlais du manque, parce qu'on parle de la vision syndicale, mais le ministère a admis qu'il manque probablement 1000 médecins de famille. Là. C'est pas juste la vision syndicale, c'est assez clair qu'il y a un enjeu de planification. Il y a un enjeu de changement de génération aussi. Là. Moi, j'ai passé ma vie à travailler 80 heures, mais ça ne marche plus de même. Puis ça n'arrivera pas, là. Fait qu'il va falloir qu'on ajuste nos Exact, aussi avec tous les changements, en effet, générationnels, puis toutes les attentes. Oui, M. Oui. C'est très clair, on le dit souvent, le Canada est un des pays où il y a moins de médecins par 1000 habitants. En Europe, des fois, c'est 2 ou 3 fois plus de médecins. Alors, imaginez qu'on aurait, je ne sais pas, 10 000 médecins de famille de plus au Québec. Mais là, je veux dire... Alors, on ne parlerait pas d'interprofessionnalisme. Ben, non, mais c'est triste, mais c'est un peu ça. Peut-être, mais en tout cas, ça, c'est un enjeu qui est très clair. C'est une statistique, il faut vivre avec. Alors, c'est pour ça qu'il faut trouver des alternatives. On ne peut pas encore cloner les médecins, puis on ne peut pas leur demander de continuer à travailler 80 heures semaine. Vous avez raison, dire les jeunes générations, ils veulent vivre, ils veulent avoir des familles, ils veulent avoir du temps libre. C'est tout à fait légitime. Et c'est ça. Donc, il faut vivre avec à la fois cette pénurie par rapport aux autres pays et ce changement de style professionnel ou de vie professionnelle. Donc, de là, la nécessité de faire appel à d'autres puis s'organiser autrement avec la technologie, avec plus de responsabilité aux patients, puis tout ça. Puis, oui, Dr Bergman, vous voulez peut-être ajouter quelque chose, puis j'aimerais vous, justement, parce que là, on parle de comment faire mieux, puis c'est aussi toute la notion de, on a soulevé les tâches administratives, qu'est-ce que ça prend, puis aussi vous connaître votre point de vue par rapport à ça, puis avoir ces éléments en plus, mais Dr Bergman, oui? Juste dire que au fil de cette conversation-là, on voit toute la complexité de problématique et je vais utiliser le mot accès. On voit toute la complexité de cette problématique-là. Il y a 1 an et demi, j'avais proposé dans un texte de la presse
qu'on met sur pied un genre de comité d'experts, une petite commission claire, sur la première ligne. Et qu'on donne 6 mois pour regarder toute la complexité à partir de la valorisation, comment ça se fait qu'on a encore 50, 60 places non comblées après la deuxième itération, les processus administratifs, les processus cliniques, qui voit le patient, toutes ces questions-là qu'on est en train d'étudier, on les prend chacune par les petits bouts. Et donc, quand je vais proposer ça, il y avait du monde qui levait le yeux au ciel. Oh, un autre comité. Mais là, de 6 mois en 6 mois, on ne règle pas les problèmes. Alors, moi, j'aimerais bien que... Non, on ne règle pas... J'ai pas en fait, si le problème est réglé, vous me direz, mais je n'ai pas vu. Mais mon point de vue, c'est qu'on ne peut pas le régler, le problème, avec une intervention ici, une intervention là. Il faudrait le regarder dans toute sa complexité. Et c'est ça qu'on hésite de faire parce qu'on dit, oh, il faut le régler maintenant, mais on ne le règle pas. On ne le règle pas, le même problème revient sur la table. La seule nuance que je voudrais faire, c'est que ces comités de réflexion-là, ils existent. Puis les choses se mettent en place. Mais quand on parle de développer des outils d'amélioration continue, développer des technologies pour extraire les données, il fallait changer des lois, la loi de la Commission d'accès à l'information, c'est une réalité. Là. Tous les chercheurs ici vont me dire qu'ils sont contents de la loi. Là. Levez votre main, il n'y en aura pas un qui va lever. Ça, il fallait le faire. Mon point, c'est que je ne dis pas que tout n'est pas réglé, mais c'est un travail, c'est une game d'échecs, puis qui se bâtit coup par coup, puis ça prend le temps pour le faire. Moi, je vois... Prenons ça positif. Regardez dans la dernière année la place de la médecine familiale, l'amélioration qui se passe, le niveau qui se passe en GMF. Le bateau est en train de tourner complètement. Le discours politique aussi. Il y a des aspects positifs, là. Mais ça ne change pas du jour au lendemain et ça prend plein de choses qui doivent être changées en conséquence. Puis oui, il manque de médecins de famille, mais il faut les former, puis ça prend un certain temps. Ça, c'est clair. Merci beaucoup. Oui. Oui, il faut les former, mais il faut cultiver aussi l'intérêt pour qu'il y ait des médecins de famille qui soient formés à titre de résident. Puis ça, c'est un autre enjeu dont on a commencé à parler aussi, qui est l'attractibilité de la médecine de famille. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on ne remplit pas les places au CARMS, là, surtout ici au Québec, d'année en année? Il y a des comités de valorisation du côté de la FMOQ, du côté du MSSS, je pense que ça se parle aussi là. Puis du côté des universités, on essaie de comprendre nous aussi le phénomène, mais entre autres, je pense que ça passe. C'est pas que le rôle du médecin de famille actuel n'est pas attrayant, c'est peut-être toutes les choses qui viennent alentour, peut-être de ressentir le manque de support, aussi toutes les obligations plus de fonctionnelles par rapport à la pratique. Quand moi je suis rentré en médecine, la médecine de famille a toujours été mon premier choix. Je suis allé à la journée d'intérêt de médecine de famille, puis un des médecins qui était là me dit « En médecine de famille, tu vas pouvoir faire ce que tu veux. » C'est pas vrai. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Parce que quand on arrive à la résidence, on se rend compte qu'il existe des PREM, puis qu'il existe des AMP, puis des PEM. Puis toutes ces choses-là font en sorte que ça contraint un peu notre pratique. Oui, on peut avoir une pratique qui ressemble à celle qu'on veut le plus, mais des fois, on va dire que j'étais intéressé à faire de l'obstétrique. S'il n'y a pas de disponibilité de poste en obstétrique dans le secteur où je veux travailler, dans la région où je veux travailler, ou dans les régions en général où je considère travailler, bien déjà ça, je dois penser mettre une barre dessus potentiellement. Fait que c'est de vraiment... dès le début, dire aux apprenants qu'est-ce que c'est la médecine de famille, que ça peut ouvrir plusieurs portes, mais qu'il y a aussi certains obstacles à ces portes-là. Puis comment leur montrer qu'une pratique, je reviens à mon concept d'équipe, comment qu'une pratique en équipe, je pense que c'est ça qui va valoriser le plus. Si on montre qu'on est une équipe avec le patient et qu'il y a du soutien mur à mur, les autres choses plus administratives vont, au niveau des obligations de travail et tout ça, vont tomber si on sent qu'on a un soutien. Puis actuellement, il y a beaucoup de médecins que je connais, et des jeunes médecins en soi qui, après 2-3 ans, commencent déjà à dire « Mon Dieu, j'ai pas d'aide administrative, j'ai pas d'aide professionnelle autour de moi, je considère changer ou d'arrêter ou ralentir. » C'est ça qu'il faut arrêter. Puis il faut aussi montrer à nos apprenants que ce modèle-là peut exister et peut donner des petits, entre guillemets, à ce niveau-là. Oui. Je vais juste faire une correction bien précise. Allez-y. Parce que c'est un point identifié nominalement dans le comité. Puis oui, le comité de valorisation, on travaille tout le temps ensemble. Je souligne la présence de Daniel, avec qui on travaille trop. Mais pas trop Daniel, trop le comité.
En fait, une des choses qu'il faut vraiment corriger, là, c'est cette notion de poste non comblé. Il y a des postes non comblés, mais rappelez-vous que ça envoie un message aussi de « Ah, c'est pas comblé, donc ça va pas en médecine familiale ». Attention, le nombre de postes offerts est artificiellement augmenté pour offrir les choix à différents endroits. Fait qu'il faut juste relativiser, là. Oui, les postes, il n'y en a pas assez, mais attention au discours du poste non comblé comme étant une corrélation directe. Les chiffres sont vraiment augmentés, l'offre est augmentée. Fait qu'il faut juste nuancer. On devrait se cibler sur ce qu'on voudrait comme quantité de médecine familiale. Et là, on verrait que, oui, on a des postes, mais comme quand on se compare au reste du Canada, il faut faire attention. On a plus de postes non comblés parce qu'on en a offert plus. Pas pour la même proportion. Entre vous et moi, là, ils ont bien plus de problèmes en Alberta actuellement, en termes d'attractivité. Je ne dis pas qu'il n'y a pas rien, je travaille là-dedans sans arrêt, puis il faut travailler là-dessus. Mais juste pour... Ça envoie aussi un message aux jeunes, ça, que c'est pas attractif, le fait de dire ça. Fait qu'il faut juste corriger ce discours-là pour casser un peu ça. Donc, Mais c'est un peu ça, là. Je reviens sur cette question de discussion publique. Ça se peut qu'il y ait un comité de réflexion, puis c'est important au ministère, mais je pense qu'on a besoin d'un comité de réflexion publique qui travaille sur ces questions-là, qui regarde ces questions-là et qui rencontre le monde, qui mobilise l'ensemble de milieux de cliniciens, des patients, etc. C'est ça un peu le problématique à l'heure actuelle. Écoute, les étudiants en médecine, en première année, la première chose qu'ils me demandent, je donne un cours sur les GMF, en première année, ils me demandent les prêmes, là. Donc, il y a plusieurs irritants qu'il faut regarder. Il y a plusieurs aspects positifs, c'est pas ça. Mais il y a plusieurs irritants qui commencent, et les étudiants, déjà en première année, ils savent qu'est-ce qui se passe 4-5 ans plus tard. est-ce que, dans ce que j'entends, parce que là, on a à la fois, je pense, Dr. Barrett, avec tous les travaux que vous faites au ministère, puis j'imagine que c'est une question qui doit être discutée à ce niveau-là. Puis, Dr. Bergman, vous amenez peut-être la notion de consultation citoyenne. Est-ce que ce serait de redonner le pouvoir peut-être plus largement, une discussion plus élargie ou... Je dis donner le pouvoir plus largement, je ne sais pas, mais d'avoir un genre de comité, genre de commission claire. Un genre de commission. D'ailleurs, les commissions, chaque 15 ans, il y avait le Castonguay, il y avait Rochon et Claire, et 15 ans plus tard, après Claire, il n'y en a pas. Puis je pense qu'on a souffert de ça. Avec qui comme membre, si vous aviez justement... parce qu'on se permet là de réfléchir. Ça, non, pas d'individu, mais quelque chose du tout. Quelque chose sur la première ligne et quelque chose sur l'accessibilité, la qualité des soins en première ligne. Je pense que ce genre de processus avec transparence, avec discussion publique, ce sera extrêmement bénéfique avec l'idée d'arriver à une proposition de changement et à une proposition de gestion de changement. Comment ça va se faire, ce changement-là, avec le temps? C'est vrai que ça ne se fait pas d'une journée à l'autre. Mais de sortir ça et de le rendre public, de donner les moyens... C'est intéressant, c'est la notion de commission publique qui est intéressante. Parce que là, en fait, parce que tu condamnes le politique à devoir écouter. Puis à dire, mais qu'est-ce qu'on fait, ces experts-là et la population, les experts, y compris les patients comme rôle d'experts, comme patients, ils ont des choses à dire et on doit les écouter. Mais faire ça, ça implique que le politique crée une comité et va donc devoir gérer ça. Fait que c'est un défi, mais oui, je pense que c'est tout à fait pertinent. Merci beaucoup. Oui, Dr. Si je ne me trompe pas, je pense que l'exercice est en train de se faire en Ontario actuellement, puis qu'il y a peut-être des choses qui peuvent être mimiquées au Québec là, par la suite. Là, en termes de commission, c'est une excellente suggestion. On a été lancé notamment là sur comment rendre finalement aussi la médecine de famille attractive. On est passé de tout l'aspect du médecin de famille dans l'équipe à l'attractivité par rapport à la médecine de famille, puis simplement pour savoir, puis au tout début, je pense que c'est Dr. Barrett, vous aviez mentionné la rémunération aussi. Est-ce que vous avez un point justement par rapport à ça, parce que c'est le nommer aussi dans tout cet écosystème là, dans lequel on est? Bien, c'est sûr que l'enjeu de la rémunération, c'est que ça modifie la façon de travailler. C'est sûr qu'il y a des travaux qui se passent pour réfléchir à cette facturation, mais en même temps, il faut reconnaître que la facturation a un impact sur la façon de travailler des gens. Mais en même temps, il ne faut pas que la facturation dicte comment on veut que les gens travaillent. La nuance, elle est là. Je pense qu'il faut réfléchir au système idéal, puis honnêtement, dans nos échanges, on les a, ces réflexions-là, sur comment on veut bâtir le système du futur, comment on pense qu'il devrait fonctionner. Puis après ça, on va réfléchir à comment la rémunération devrait être faite. Il y a beaucoup de travaux du côté de la FMOQ là-dessus aussi, parce que ultimement,
À la fin, il faut conscientiser qu'il y a une négociation entre le gouvernement et la FMOQ. Puis après ça, la FMOQ choisit comment ils coupent les morceaux. Fait qu'ils ont un travail important à faire. Et honnêtement, je le sais qu'ils font. Moi, je peux vous dire que dans les dernières années ou 2 ans que je travaille avec eux, je les vois travailler aussi fort que nous du côté du ministère à trouver des solutions. Puis pas du côté du financement. Je vais être plate, là, mais l'argent est déjà là, est déjà négocié. C'est même plus un débat. Quand je vois les gens dire « Ah, les médecins font ça pour avoir de l'argent. » Mais non, l'enveloppe est déjà là. Arrêtez ça. Là. C'en est du docteur bashing puis de la perception. Puis ça, comme gestionnaire, il faut l'avoir en tête. L'argent est déjà là. Rendu là, c'est d'eux qui font des choix. Rappelez-vous l'histoire des jaquettes des internistes il y a 10 ans, il y a 5 ans peut-être. C'est triste. Ça fait juste faire du bashing. Dans les faits, ils ont fait un choix entre eux autres de financer ça ou ça. C'est pas pour faire plus d'argent. Ils l'avaient déjà, l'argent. Fait que ça, il faut changer cette perspective-là. Rappelez-vous, quand je suis rentré en médecine et bien d'autres, c'était pour aider le monde. Oui, il y a des revenus, mais comme... Puis, tu sais, il faut sortir de là. Monsieur Blair, oui, j'aurais aimé vous écouter sur Oui, sur en ce fait, sujet-là aussi. on sait, là, la rémunération à l'acte encourage de la productivité. Hein? On est payé pour... c'est comme... je donne des fois l'exemple dans mes cours, là, si vous êtes payé pour ramasser des casseaux de fraises, vous êtes payé au casseau, vous allez en ramasser plus dans une journée. C'est clair. Alors que si vous êtes payé à la qualité ou à la pertinence, vous allez choisir les plus belles, puis vous allez peut-être goûter un petit peu. Ça va peut-être prendre un peu plus de temps, mais enfin. Alors, le paiement à l'acte encourage la productivité. Il y en a qui vont dire, bien, ça fait qu'on voit plus de patients. Oui, mais est-ce qu'on encourage la qualité, la pertinence, la prise en charge, la prévention, etc.? Pas vraiment. Mais ça prend de l'équilibre. Oui, ça prend un équilibre. En GMF, ça prend un équilibre entre les deux parce qu'à l'opposé, quand tout le monde est payé à l'heure, c'est pas le même but, c'est la nature humaine. Que tu sois médecin ou pompier, c'est la même affaire. Oui, mais je veux dire, un mode mixte qui aurait, par exemple, un paiement par capitation au nombre de patients qu'on a, plus une prime quelconque là, à la productivité, ça pourrait peut-être équilibrer. On aurait peut-être les avantages des deux sans avoir tous les inconvénients de l'un ou de l'autre. Alors, des fois, dans certains milieux, on dit « Ah, le paiement à l'acte, c'est la meilleure chose à faire. » C'est comme si on pensait que c'était dans l'ADN des médecins. Mais non, dans d'autres pays, les médecins sont payés à capitation. Il y a une liste de patients inscrits ou de personnes inscrites et qu'ils ont intérêt à les satisfaire, à leur donner de la prévention pour qu'ils ne viennent pas trop souvent le voir. Donc, il ne faut pas que le médecin load sa liste de milliers de patients puis qu'il leur donne le maximum pour garder sa liste pleine. Mais non, ça ne sera pas son avantage. Alors que pour l'instant, le paiement à l'acte, c'est voir le plus de patients dans la journée, à l'heure, tout ça. Bon, alors c'est pas l'idéal, mais un mode mixte permettrait d'avoir les avantages de l'un et de l'autre. Puis là, il faut trouver la bonne formule. Il y a des modèles qui le prédisent et qui le travaillent. Là. Il y en a qui pourraient vous l'expliquer beaucoup mieux que moi, là, mais je peux juste pour nuancer, les médecins de famille actuellement sont payés autour de 20-22% à capitation. Par personne inscrite. Bien, par personne inscrite ou par forfait. Alors, il y a vraiment... tout n'est pas 100% là, actuellement. C'est ça, il y a eu un changement. Par contre, c'est clair qu'il faut migrer, mais on l'a vu. En Ontario, au début, ils ont parti avec une capitation très élevée, puis la productivité a fait ça. C'est la nature humaine. Oui, mais peut-être qu'à ce moment-là, et là, le rôle des équipes interprofessionnelles entre en jeu. Là, s'ils voient moins de patients, mais peut-être qu'ils peuvent être pris par quelqu'un d'autre et mieux pris en charge dans certains cas pour certains problèmes. Donc, au fond, peut-être que le changement de rémunération devrait être combiné avec le travail interprofessionnel. En fait, il doit être consécutif à un changement puis une meilleure organisation. Là, il doit venir se coller pour coller à la réalité pour qu'on vienne l'appliquer et non pas induire le changement. Exact. Tout à fait d'accord. Donc, une autre question importante pour la commission qu'on va mettre sur le pied. Oui, et donc vous allez être membre bientôt. Et donc, on cherche des volontaires. Nadia, tu es responsable. On cherche des... Mais je suis tout à fait d'accord. D'abord, discutons comment on veut développer le flow des patients, l'entrée, la sortie, l'interdisciplinarité, etc., etc. Puis voir ensuite la question de rémunération. Je pense qu'on va revenir à cette question hybride. Et pourquoi pas tester différents modèles de formulation de rémunération, sans commencer par un changement mur à mur.
faire certains On changements. peut faire des projets étudier. pilotes. Oui, oui. Et aussi se baser sur s'il y a des choses qui existent déjà. Là. Entre autres, nous, en GMFU, certains d'entre nous sont en rémunération mixte, là, avec un taux horaire de base et une facturation à l'acte là, mixte là, en soi. Et c'est un modèle, en tout cas, depuis le changement qu'on a connu en 2016, qui fonctionne très bien. Là. En tout cas, de mon côté, ça fonctionne bien. Donc, je vois que ça fait à la fois débat, mais avec des solutions. Puis, comme en effet, Dr. Volpato, avec aussi quelque chose qui est quand même déjà présent, je pense, par essence, on n'est pas 100% à l'acte en médecine de famille. Puis, il y a déjà, je pense, une culture vers ça, donc avec des ouvertures puis des discussions potentielles à poursuivre. Peut-être, en effet, dans le cadre d'une commission. Elle va finir par avoir lieu, c'est sûr, à la fin de la journée. Je réitère que la facturation pour gérer des employés, là, après 6 mois, les gens s'habituent à leur nouveau salaire. C'est pas ça qui drive. Il faut travailler actuellement à retrouver le sens. Et ça va être payant. Payant dans le sens que ça, les gens vont se réactiver. Parce qu'au moment où on se parle, l'argent, ça dure dans ta tête pas longtemps. Et ça devrait être accessoire. Et je le vois chez des gens. Oui, ils veulent un salaire, mais ils veulent retrouver un sens. Ils veulent trouver un sens dans ce qu'ils font. Merci beaucoup. Si je puis me permettre de peut-être vous poser une question sur savoir finalement quel devrait être le rôle du médecin de famille pour pouvoir aider. Je ne suis pas sûr que tu peux me poser une question. Oui. Une dernière question. Donc, je vais pouvoir ramasser le tout, mais je pense qu'on a exploré largement comment le médecin de famille peut à la fois contribuer justement à l'optimisation du système de santé. Comment est-ce qu'on peut réfléchir justement à ce modèle? Puis on repart au niveau individuel. On a pu avoir plusieurs éléments en tous les cas, puis des pistes. Je vous remercie pour le tout. Moi, là, de ce que j'ai pu en tous les cas retenir, c'est à la fois la complexité qui a été nommée, l'aspect de la coordination des soins, l'équipe. Merci, Dr. Volpato, de ramener les joueurs de baseball. Puis je pense qu'en effet, ensemble, on va être capable d'aller beaucoup plus loin. Et il faut se donner cet espace-là, ce temps, puis de retravailler ensemble, de retravailler en équipe avec les patients, puis avec nos collègues aussi, on le nommait, mais c'est un tout pour se redonner de l'espace, puis du pouvoir pour pouvoir agir, prendre soin, en fait, de nous. Merci de le rappeler. Je pense que, d'autant plus dans le contexte dans lequel on le nomme parfois peut-être pas assez, mais c'est important, puis probablement que ça va être le nerf de la guerre, puis la motivation qui va nous permettre de pouvoir avancer. Toute la mise à contribution aussi des patients, en effet, c'est les mettre à contribution, mais en fait les impliquer avec nous dans la réflexion. Donc, si on laisse cette place-là, on va aller beaucoup plus loin parce que eux aussi ont leur mot à dire de qu'est-ce qui fait aussi du sens pour eux, puis c'est retrouver probablement ce sens ensemble pour aller plus loin. L'amélioration continue, la vision par trajectoire. Là n'est pas le débat, est-ce qu'on parle de trajectoire de soins, de parcours de vie, on ouvre là les choses, mais je pense que ça aussi, ça contribue à redonner du sens. Puis tout ce qui est une équipe bien faite, des patients impliqués, des enjeux générationnels, ça aussi, il faudra aussi le prendre en compte. On ne peut pas faire sans, mais en effet, peut-être que les 80 heures semaine, on est peut-être certains quand même encore continuer à les faire, mais on n'aime plus tant ça, puis je pense que c'est important aussi d'avoir ce respect-là. Et puis avoir toute la notion aussi de ce qui est des solutions, puis une commission de réflexion publique pour la suite. Je laisse la parole. Oui. Donc, pour tout l'auditoire, je vous invite à venir au micro pour poser vos questions à notre panel, puis pouvoir justement échanger. Est-ce qu'on peut y aller? Oui, non? Mon nom, c'est Bernard Miette. Je suis retraité maintenant, mais j'ai été professeur, je suis encore de fait professeur de médecine de famille à l'Université de Montréal. Moi, je suis dans les dinosaures, donc je suis un peu plus vieux. Peut-être que ce que je pense n'est pas adéquat, mais j'ai été frappé parce que Howard le disait tout à l'heure par rapport à la connaissance du patient par le professionnel. Quand j'entends qu'il y a 25 médecins avec les résidents, puis qu'il y a 6 cliniciennes, puis qu'il y a 3... Ça veut dire que le patient, lorsqu'il vient dans une clinique, il est vu par quelqu'un qu'il ne connaît pas. Est-ce que cette personne-là va
le suivre dans 2 semaines, dans 3 semaines ou dans 6 mois. Alors, je pense qu'il y a un problème de continuité. Moi, je suis d'accord, là, j'ai été un de ceux qui s'est battu pour le travail interdisciplinaire, mais ce n'est pas équivalent. Je trouve que des fois, là, ce qu'on entend à la radio, à la télévision, puis même l'InfoMoQ, c'est un peu comme si n'importe qui dans l'équipe pourrait recevoir le patient, il n'y a pas de différence. Mais il y a des choses que l'infirmière fait beaucoup mieux que le médecin, puis que le psychologue fait mieux que le médecin, mais il y a des choses que le médecin fait bien aussi. Donc, c'est pas vrai que c'est interchangeable, nécessairement. Puis moi, c'est les 2 points, là, je vais revenir sur... C'est pas interchangeable nécessairement. Puis deuxièmement, la connaissance du patient, c'est plus important, ça, par le professionnel. Surtout pour les grosses équipes, c'est sûr, un petit GMF où il y a seulement 4-5 médecins puis 2-3 infirmières, probablement que le patient va finir par revoir les mêmes infirmières ou les mêmes autres intervenants. Mais dans un gros GMF, je ne sais pas si vous devriez peut-être faire des petites équipes. Oui, c'est ce qu'on fait. Mais les gros GMF voient les patients, leurs patients. Mais même s'il y a 20 docteurs, ils revoient leurs patients. L'équipe est grosse parce qu'il y a plus de patients. Oui, mais je parle de l'infirmière, les autres professionnels. Oui, en fait, souvent, ils sont en équipe. Nous, comment on fonctionne, c'est pas autant... Je ne suis pas en équipe toujours avec la même infirmière, mais pour un patient donné, mettons qu'il y a un diabète, le patient est inscrit à mon nom, mais dans notre dossier médical, il y a une infirmière attitrée au patient. Puis après ça, bien, pour tout ce qui est d'ordre de santé mentale, vu que les ressources sont moins grandes, ils font partie de l'équipe, mais ils vont voir l'ensemble des patients. On n'a pas le choix, là, parce que 1,5 travailleur social pour 21 000 patients pondérés, on ne peut pas comme faire des équipes avec ça. Là. Même chose pour le psychologue. Mais non, c'est quand même organisé. Puis c'est là où je mentionnais l'importance de la communication puis de l'organisation aussi. Il faut vraiment que ça soit bien coordonné puis qu'il y ait des échanges. Dr. Bergman mentionnait qu'il faut qu'il y ait une proximité entre les gens physiques. Là. Ça, c'est super important parce qu'on ne peut pas avoir... Il y a des endroits, des fois, que c'est des GMF multisites là, où il y a un professionnel à un endroit puis le médecin à un autre. Il faut qu'il y ait des outils de communication vraiment efficaces. C'est comme ça parce que sinon, on n'avance pas. Là. On peut travailler en silo. Il y a un danger à ce niveau-là. Qui se rappelle de Dr. Welby? Lève la main. Bon, on connaît votre âge maintenant. Mais Dr. Welby, c'était le modèle de vieux GP. Il voyait un patient par jour. Oui, c'est ça. Le vieux GP qui travaillait en solo avec une infirmière qui était le réceptionniste. Et les deux connaissaient très, très bien tous les patients et tous les réceptionnistes. Bon, Dr. Welby est décédé, le secrétaire est décédé, le modèle est plus adéquat, ça c'est sûr. Mais il y avait une intimité. Et de ceux qui sont assez vieux de se rappeler quand on avait une médecine de famille dans le temps, il y avait une intimité dans cette relation avec ce bureau-là, d'une certaine façon. Et il faut se retrouver dans le contexte d'équipe interdisciplinaire, cette intimité-là. Et peut-être la notion de petite équipe avec assez de personnes que les personnes peuvent être les mêmes qui voient les patients. Mais cette intimité clinique et personnelle et rationnelle qu'il faut retrouver dans notre interdisciplinarité. Merci beaucoup. Je laisserai les questions suivantes. Oui, bonjour. Donc, Évelyne Gosselin, moi, je travaille à la direction jeunesse santé publique au sud du nord de l'île de Montréal. Fait que justement, on a un autre volet de la première ligne qui est beaucoup en CLSC, justement avec cette continuité de soins de proximité avec nos équipes interdisciplinaires. On est en enjeu inverse, c'est-à-dire que souvent, un des goulots ce qui freine l'accès ou la continuité des services qu'on a avec les patients, c'est justement qu'il y a un manque d'arrimage avec le volet médical. On n'a pas l'accès à un médecin. Des fois, on voit ce qui se passe auprès de la famille. Il y a des goulots. Le GAP, justement, est un modèle qui vient pour la clientèle orpheline faciliter le tout. Mais j'aurais aimé vous entendre sur cet arrimage-là possible pour faciliter l'accès. On connaît nos familles. On est avec eux au quotidien. On est en prévention, promotion, mais parfois, dans le parcours de soins de l'usager, il y a des besoins qui émergent pour différentes choses. Fait que ça serait intéressant dans une future commission ou d'une vision plus large de penser aux besoins de la famille, mais aux bonnes personnes puis aux bons lieux pour y répondre aussi. Il y a une expertise là, qui est très grande de part et d'autre, mais les arrimages, j'aurais aimé vous entendre à ce niveau. Si ça peut vous rassurer, du point de vue du ministère, ces directions-là n'étaient pas très arrimées jusqu'à il y a 2 ans. Là, il y a un immense travail qui se fait pour arrimer. Je regarde les ABCDR, on les a travaillés ensemble, on a modifié les choses. Hein. Avec la trajectoire. On les arrime mieux. Je pense que ce travail-là est en cours. On parle de rajouter des professionnels. Même si on rajoutait 8 professionnels, je ne saurais pas où les mettre dans ma clinique. Il va falloir qu'on travaille avec une collaboration des professionnels dans des lieux qui vont être au CLSC, par exemple. Parce que physiquement, ça ne marchera pas. Là.
Et ces rôles-là, cette intégration-là va devoir se faire. Et maintenant, on a une vision beaucoup plus... Tu sais, on parle de services de proximité. On travaille avec cette vision beaucoup plus large-là et il faut qu'elle continue à se développer. Il y a du travail qui est à faire encore en arrimage. À la limite, mère-enfant, c'est pas pire, mais je peux vous dire que SAPA, c'est un autre univers complet. Mais je veux vous dire que ces deux chantiers-là, le chantier mère-enfant, le chantier SAPA, sont en cours et sont développés parce que c'est un continuum et que le GMF doit évoluer vers ça aussi. Ça, c'est clair pour moi. Là. Merci beaucoup. Peut-être une question suivante? Oui, bonjour, merci. Merci de me permettre un commentaire. En fait, juste, si vous pouvez vous présenter pour qu'on puisse... Très bien. Oui, on est passé d'une Evelyne à une autre Evelyne. Moi, je m'appelle Evelyne Gaillardin, je suis médecin. On s'est déjà parlé, Dr. Barrette, médecin de famille que je suis. Je trouvais ça intéressant qu'elle nomme le fait qu'il y a des patients qui ont des besoins. Puis certains patients ont besoin de voir un médecin. Puis j'avais envie, mon commentaire voulait un peu resituer le rôle du médecin de famille. C'est quelque chose qu'on a un peu effleuré, mais peut-être vous pourriez en parler davantage si ça vous inspire, mon commentaire. Mais on a parlé tantôt qu'on ne pouvait pas cloner les médecins puis qu'on ne pouvait plus non plus travailler 80 heures semaine, même si on est encore nombreux à le faire. Puis dans ce contexte-là, je me demande comment on peut repenser la pertinence de ce que fait le médecin de famille. Puis je pense que les check-up annuels, puis la prise en charge, l'inscription au médecin, ça a un peu tué la médecine familiale. Puis ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, le médecin, son rôle, c'est de poser des diagnostics, de faire un plan d'intervention, un plan de traitement, de parler de pronostic, de parler de niveau de soins. Puis, une fois qu'on a un bon diagnostic puis qu'on a un plan d'intervention, il est évident pour moi que dans le suivi, les équipes interdisciplinaires sont essentielles. Il faut absolument comprendre que le patient qui a une maladie chronique, il va être malade pendant 30 ans. Donc, c'est pas logique que moi, je le vois tous les 3 mois. Mais je voulais simplement insister un peu sur ce point-là. Je ne veux pas qu'on dilue le rôle du médecin de famille en disant, bon, on peut en avoir un ou un autre, ou on peut changer le psychologue pour le physio puis l'infirmière. Je pense que le médecin doit absolument être là quand il y a un nouveau symptôme, quand le patient est malade. Et je pense que la prévention est dans la cour des infirmières davantage et que le malade, lui, doit voir un médecin. C'est un peu, peut-être, les petits points que je voulais apporter à la discussion. Ça me démangeait de vous les partager, alors c'est fait. Merci. Merci beaucoup. Je pense que c'est en effet des enjeux importants. Je partage complètement le dossier. On se rappelle que GAP, qui est devenu le guichet d'accès première ligne, c'est pas ça son vrai nom à l'origine. Rappelez-vous, là, ceux qui ont connu Bas-Saint-Laurent, c'est le guichet d'accès pertinence. Politiquement, c'était plus intéressant de le mettre première ligne, mais dans les faits, le souci de la pertinence est là à chaque instant. Les check-up annuels, on est en train de développer une série d'ordonnances collectives pour enlever le check-up annuel. Parce que pour les 1,5 million orphelins et inscrits des inscriptions collectives, il fallait qu'on ait une capacité de contourner le check-up annuel en disant, OK, on ne te verra pas. Tu t'appelles, tu as 45 ans, tu veux voir un médecin parce que c'est dû pour voir un médecin. Non, as-tu des symptômes? Y a-tu une pertinence à faire certaines évaluations? Sinon, tu n'as pas besoin de check-up annuel. Ce discours-là est de plus en plus accepté, compris, et c'est vraiment le discours qui est là sans arrêt. Et vous avez tout à fait raison. Le rôle numéro 1 du médecin, puis on parlait de la douleur à l'épaule tantôt, c'est de poser le diagnostic. Une fois que le diagnostic est posé, c'est plus son champ, c'est comme le temps opératoire. Sa job est fait, va-t'en faire d'autres choses. Et là, il y a d'autres personnes qui peuvent embarquer, et c'est vraiment dans cette mouvance-là qu'il faut le développer actuellement, puis on le fait. Puis, tu sais, j'étais dans un congrès la semaine dernière avec certains d'entre vous ici, au Collège québécois des médecins de famille. On parlait de pertinence. Bien, ça, c'est une chose qu'il faut qu'il se développe dans tout ce qu'on fait, dans nos ordonnances collectives, dans notre pratique médicale. Et ça c'est un changement de culture important et qui va prendre du temps à mettre en place, mais qu'il faut continuer à mettre une pression là-dedans. Mais moi, je sens qu'il y a un souci pour tous les intervenants, y compris pour les médecins de famille. Parce que les médecins de famille ont un grand rôle au-delà du diagnostic. Ils jouent quand même beaucoup le rôle de leadership dans leur milieu. Puis je trouve qu'on a de plus en plus de leaders qui sont sensibles à la pertinence. Et moi, je trouve ça très positif.
Si je peux juste rajouter à ce que Dr. Barrette disait, là, je suis 100% d'accord que le rôle numéro 1 du médecin, c'est le diagnostic, d'établir le plan de traitement. Il y a aussi une notion, je pense, de continuum de soins, là, de continuer à être actif dans le continuum de soins du patient. Puis je reviens encore à ma notion de petite équipe là, ou de plus grande équipe, là, mais en plus la petite équipe où le médecin est encore un acteur là-dedans. Puis des fois, l'infirmière est embêtée, puis il y a quelque chose de nouveau, ou il y a quelque chose qui est moins à l'aise avec, bien là, viens voir le médecin. D'autres fois, c'est le médecin qui est peut-être pas à l'aise avec quelque chose, puis je regarde, par exemple, moi, j'ai un patient qui a une plaie, je m'y connais un peu en plaie, mais j'ai une infirmière qui est excellente, fait que je vais aller la voir, je vais dire, qu'est-ce que tu penses de ça, le plan de traitement, qu'est-ce que tu me proposes, moi, j'ai pensé à ça. Tu sais, c'est vraiment vers ça qu'on doit aller, là, d'ouvrir les portes aussitôt qu'il y en a une qui est à ouvrir, puis pas juste travailler chacun de notre bord. Merci beaucoup. Merci. Peut-être laisser place aux Merci. deux dernières questions présentes. Je ne peux pas m'empêcher de parler du diagnostic avant de parler de moi, parce que ça a l'air facile. Est-ce que c'est possible de vous présenter pour... Oui, j'arrive, ça ne sera pas long. Excusez-moi. Diagnostic, c'est facile. Certains sont faciles, mais plusieurs sont difficiles à faire aussi. Hein? Souvent, ça prend plusieurs visites. Jean-Pierre Boucher, moi, je suis médecin de famille en pratique active au sein d'un GMF à Joliette. Je suis membre du conseil d'administration du CMQ, du Collège des médecins, depuis une quinzaine d'années. Puis, je suis président du comité sur la collaboration en santé au sein du collège. Alors, d'où l'intérêt de venir ici, évidemment. Je vous remercie. C'était fort intéressant de vous entendre. J'aimerais avoir votre opinion sur... On a parlé, Dr. Berman, du manque relatif de médecins de famille au Québec. J'aimerais vous entendre sur le fait que le Québec se distingue au Canada par une présence en deuxième ligne beaucoup plus considérable des médecins de famille qu'ailleurs dans le Canada. Ça, c'est au bénéfice de qui? Du patient, du médecin spécialiste, du médecin de famille lui-même? J'aimerais vous entendre là-dessus. Et le corollaire aussi de ça, c'est de plus en plus, je vois émerger en première ligne des pratiques plus pointues, musculo-squelettiques, certains en aide médicale à mourir, où on se dirige là-dessus. Et la résultante de tout ça, c'est évidemment que le nombre de médecins de famille qui font une pratique plus générale et polyvalente dans un but de continuité, bien évidemment, est restreint. Est-ce qu'on devrait, comment expliquer ça? Est-ce qu'on devrait intervenir pour tenter de corriger la situation? Merci. Ben, c'est une vraie question. On sait que ça fait partie des contraintes qu'on impose aux médecins de famille de travailler en hospitalisation ou dans d'autres secteurs particuliers. On sait que les médecins de famille ont été appelés à investir les hôpitaux parce qu'il manquait de spécialistes à un moment donné. À mesure qu'il y a eu plus de spécialistes qui se sont formés, les médecins de famille sont restés là. Bien, peut-être qu'on devrait les ramener en clinique, les ramener ailleurs, en soins à domicile, puis les sortir des hôpitaux, pas parce qu'ils ne font pas du bon travail, mais parce qu'on a besoin de renforcer la première ligne. Alors, peut-être qu'ils devraient faire moins d'hospitalisation. Et là, ça veut dire qu'il faut que quelqu'un mette de la pression, puis qu'il y ait des nouvelles négociations, je ne sais pas trop par qui, là, mais que les médecins de famille reviennent en première ligne autant que possible. J'ai une vision un peu différente. Je vais vous le présenter d'un autre angle. Premièrement, il faut donner l'accent à la pertinence. Si un médecin de famille peut hospitaliser, puis c'est pertinent, je n'ai pas de problème. L'enjeu, c'est qu'il faut à ce moment-là qu'il y ait juste plus de médecins de famille. L'enjeu, c'est ça. L'enjeu, c'est pas est-ce qu'on devrait faire plus de deuxième ligne ou pas. Ultimement, dans une vision très économiste de la patente, on est capable de faire que tout le monde fait ce qu'il fait le mieux, puis c'est ça que ça prend. Fine. Sauf que le vrai problème, c'est qu'il n'en reste pas assez pour faire la médecine communautaire, la médecine de première ligne, vraiment au sens de clinique médicale GMF. Mais à ce moment-là, c'est de dire qu'il en faut juste plus, puis il faut que les chiffres compensent pour ceux qui sont à l'hôpital. Pour moi, il est là le vrai débat. Pour ce qui est la deuxième partie, ce qui est des pratiques de niche, là, j'ai une vision très pragmatique de ça. Là. Mais dans le contexte actuel, là, je me dis que tous les docteurs et toutes les infirmières faisaient ce qui sont le plus heureux et le meilleur et le plus efficace, probablement que collectivement, on serait pas mal plus performant. Fait que
S'il y en a qui veulent se spécialiser dans certains domaines et qui, grâce à ça, sont plus efficaces, sont meilleurs auprès du patient, posent des meilleurs diagnostics, bien, moi, je pense qu'on devrait le plus possible donner de la liberté pour ça. En même temps, il y a un boulot qu'il faut qu'il se fasse, puis il faut que tout le monde le garde. Fait qu'il faut trouver un équilibre. Mais je ne suis pas anti-pratique de niche tant que ça, parce qu'il y a des gens que ça les comble complètement. Faire un AMP que tu n'aimes pas, tu ne sers à rien. Moi, j'ai un chef de médecine familiale qui m'a déjà dit « J'en veux pas d'AMP, moi, pour tel rôle. Ils ne sont pas bons, ils ne sont pas motivés. Ce que je veux, c'est des gens motivés, mais peut-être qu'il faut trouver une agilité pour que tout le monde soit capable d'aller. Moi, je triple là-dessus, mais fais-le à temps plein, tu vas devenir un expert. Puis l'avantage qui est merveilleux en médecine familiale, moi, j'ai fait 22 ans d'urgence, que ça. Je connaissais rien en première ligne. Puis j'ai changé complètement de carrière. C'est ça la vraie beauté de la médecine familiale. C'est d'avoir 8 carrières possibles dans ta vie. Ça, il faut le mettre en valeur aussi. Je pense que ça, c'est un autre exemple d'une problématique qu'il ne faut pas essayer de régler à la pièce. Et Nadia, peux-tu le mettre pour la commission? Et parce qu'on a un exemple où on essaie de régler ça à la pièce, l'autre Barrette, qui a dit on va sortir les médecins de famille demain matin des hôpitaux. Et c'était un désastre. Et c'était un genre de social engineering. Donc, avant d'essayer de régler ça à la pièce, faisait cette question-là une partie de la réflexion de la complexité de cette question-là de rôle, d'accessibilité de médecine de famille. Et si les médecins de famille jouent un rôle important dans les hôpitaux, et c'est surtout au niveau des hôpitaux en région, il y a peut-être une raison pour ça. Et je ne suis pas en désaccord non plus avec les niches. Et souvent, par exemple, on a vu dans les GMF, il y a un médecin qui s'intéresse plus aux personnes âgées, qui devient un genre de personne ressource pour les autres médecins. Il continue à faire une pratique générale, mais aussi un intérêt plus spécial. Il ressource, il voit des patients, des fois à la demande de ses confrères, etc. Donc, regardons ça, pas la pièce, mais dans son ensemble. Merci beaucoup. Peut-être, j'aimerais laisser la chance à Aude Modulski de poser sa question, donc se présenter. Oui, puis... Aude Modulski, professeure au DGELS, merci pour vos propos inspirants et pour la commission. Je vote pour Dr. Bremen. Merci pour la proposition. J'étais au colloque sur la pertinence la semaine dernière, puis justement, il y a été beaucoup question des pressions commerciales sur la pertinence, des pressions directement aux patients. Cette zone d'ombre, j'aimerais vous entendre, en fait, les pressions des services virtuels directement accessibles aux patients, la publicité des médicaments directement sur les patients. Donc, sont où les pistes de solutions et est-ce que c'est pour vous un défi au quotidien dans la pratique de la médecine de famille? C'est une excellente question, parce que je ne suis pas sûr qu'on a tant de leviers. On parlait des pressions, juste pour clarifier pour tout le monde, les pressions commerciales, parlons de l'Ozempic, pour ne pas le nommer, qui change notre vie parce que tout d'un coup, on se fait envahir, ou l'onychomycose des ongles, qu'on est tous des experts maintenant. Mais c'est vicieux, puis c'est profond, parce que les patients changent le débat, ils arrivent pour ça. Bon, on en rit beaucoup, mais en même temps, imaginez toutes les pressions commerciales qui existent dans plein d'égards. Et il y en a, là, le nombre de scans qui existent, parce qu'il y a des compagnies qui vendent des scans, puis qu'il faut faire des scans pour tout, puis que c'est peut-être pas pertinent. Je suis convaincu que la solution passe par l'éducation et la sensibilisation des intervenants puis des patients. Il y a du travail à faire. Je vois vos yeux, vous avez tout à fait raison, mais c'est ça le vrai. On ne pourra pas arrêter d'influencer le consommateur. Le patient comme tel qui reçoit une publicité, sauf qu'on peut expliquer, prendre le temps de déconstruire, prendre le temps d'expliquer au patient le pourquoi, avoir des outils pour soutenir la pratique médicale et la pratique professionnelle en général, pour soutenir l'explication au patient. On a déjà des lois sur la... Il y a quand même des... Aux États-Unis, c'est pas où le médicament, ou le nom du médicament, ou ce qu'il fait. Hein. C'est clair, prends ton Ozempic pour ton diabète, tu vas pouvoir perdre du poids. Au Québec, entre autres, là, je connais moins le Canada pour cet aspect-là, on a des règles qui font que tu ne peux pas complètement... On a quand même mis des limites, mais il y a du travail qui va se faire. Mais moi, je trouve que l'influence du consommateur est beaucoup moins menaçante que l'influence plus pernicieuse sur nous comme soignants. J'écoutais la conférence la semaine passée, puis les gens qui vendent des scans, parce qu'il faut faire des scans pour tout, on fait beaucoup trop de scans. La littérature scientifique nous le dit. C'est quoi le pourcentage de médecins qui a fait une prise de recul sur la pertinence de chacun des examens qu'ils posent? Ça me semble beaucoup plus pertinent et porteur. Et oui,
un des buts du Congrès, c'était de sensibiliser des gens, puis de sensibiliser des décideurs, puis ça a fait la job. Maintenant, on est 2 jours après. Donnez-moi une chance. Merci beaucoup. Peut-être juste un dernier mot de la fin parce qu'on est à terminer notre C'est un peu le paradoxe discussion. de patient preference, les préférences des patients. Les préférences des patients ne sont pas nécessairement les justes. Et donc, comme médecin de famille, on a à dealer avec ça, des demandes pour des scans, des demandes pour tel médicament, parce que je l'ai entendu, etc. Donc, ça fait partie du travail. Et je reviens à cette question de relation avec le patient. Un médecin qui a une relation depuis plusieurs années avec un patient peut expliquer, parce que les deux peuvent lire entre les lignes de l'autre. Et peut comprendre et peut accepter plus facilement les propos. Mais il va y avoir d'autres défis qui s'en viennent, puis ça s'en vient à Alzheimer, avec des biologiques qui sont très peu efficaces, mais extrêmement chers, extrêmement complexes, etc. Et la pression des compagnies pharmaceutiques, avec l'aide parfois de nos confrères, consoeurs, va être... et penser au nombre de personnes, beaucoup plus que le nombre pour l'obésité. On a des défis dans ce sens-là. Ouais. C'est l'éducation qui est la solution, l'éducation professionnelle. Non, mais je voulais juste peut-être rajouter, parce qu'on parle de beaucoup de publicité, de médicaments et tout, puis de traitements là, qui sont peut-être pas nécessaires, mais je rêve, moi, du jour où j'entends 98.5 ou à des heures de grande écoute à la télé, là, une publicité sur le guide alimentaire canadien, sur comment bien manger, qu'est-ce qu'on devrait faire comme activité physique. S'il y a de la prévention qui passe par là aussi, là, alors que ce qu'on parle, c'est prévenir, pas prévenir, mais guérir votre onychomycose avec des traitements efficaces, puis aller en parler à votre médecin. Il faut prévenir, puis il faut le faire en tant que société aussi. Puis je pense que c'est une responsabilité des médecins de famille, mais c'est une responsabilité aussi plus collective, puis également de nos gouvernements à ce niveau-là. Là. Fait que ça, c'est un autre commentaire éditorial. Merci beaucoup. Merci pour toutes vos réflexions. Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été discutées. On parle de pertinence, on retient une commission peut-être quelque part, puis surtout prendre soin de nous, redonner du sens à notre pratique. Puis merci beaucoup pour toutes les questions qui ont été posées là, qui vont permettre de continuer de nourrir la réflexion. Et on va continuer de pouvoir progresser là-dessus toute la journée. Merci beaucoup.